Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à une autre émission du Soundcheck Podcast Studio. Très heureux de vous savoir encore une fois à l'écoute et aussi les gens qui nous écoutent de la Belgique et de la France. Bienvenue à vous aussi. On est très heureux de rayonner dans la francophonie. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, le Soundcheck Podcast, le compte Instagram et aussi sur le compte TikTok Steven Bilodeau Humoriste où est-ce qu'on présente des exclusivités et le tournage, la diffusion du tournage en temps réel. Merci d'être là. Aujourd'hui, ça ne fait pas exception. On accueille une vétérane des Forces armées canadiennes. Son nom, c'est Hélène Tremblay. C'est une amie personnelle. Hélène, bienvenue dans les studios Merci Steven. de TVC Basse-Lièvre, parce que c'est là où est-ce qu'on tourne. Oui. C'est dans un sous-sol d'église. Oui. Je sais que tu as un lien avec tout ce qui est cosmique, parce que souvent, spirituel, mettons. J'aime ça dire qu'on est, on est des frères et sœurs cosmiques. Frères et sœurs cosmiques. Oui, on s'est connus dans des vies antérieures. Ça, ouais, je suis convaincu de ça. Puis on va continuer après. Je suis très content que tu sois là ce Merci, matin. Steven, Vous allez voir, ça va aussi. être une entrevue très intime dès le départ parce qu'on se connaît très bien. J'aime ça de dresser un peu le portrait des invités. Tu as servi les Forces armées canadiennes pendant plus de 30 ans. Oui. Et tu as décidé de t'enrôler en 1982. Oui. À un âge de... Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. 17 ans. Les parents ont signé? Oui. Et les parents étaient d'accord? Mon père, oui. Ma mère, non. Non? Mais mon père a dit oui. Si elle se pète à la face, elle se pètera à la face, puis elle apprendra. C'était les bonhommes qui décidaient dans ce temps-là. Ah oui. Oui. Chez vous, puis, tu vois, moi, j'ai signé le 1er, puis ma fête, c'est le 5. Fait que j'ai eu 18 ans 5 jours après. OK. Fait que dans le cas où est-ce qu'il avait refusé les deux, tu aurais attendu quelques jours. J'aurais attendu quelques jours, puis on aurait pu arriver à je serais allé pareil. À ton objectif de carrière. Pourquoi tu as choisi cette carrière-là? C'est un pari. Avec ma bonne amie. Ça me surprend pas. Oui, moi, truth or dare. Je suis pas game. Je suis pas game? Oui. Non, tu me dis pas ça, moi. Moi, j'ai grandi, je suis la plus jeune de 5 enfants. Mm-hmm. J'ai 3 frères plus vieux que moi. Oui. Fait que ma soeur a 12 ans de plus vieux. Fait que moi, elle est partie de la maison, j'avais 10 ans. Fait que j'ai vécu toute mon adolescence avec 3 frères. Oui. Qui me défendaient partout, puis que moi, je faisais des conneries, puis c'était jamais de ma faute, là, parce que... on va dire à mon frère. Oui, tabarnouche, ça revirait de bord. Est-ce que tu pourrais dire que tu étais une délinquante? Est-ce qu'il faudrait établir c'est quoi la définition d'une délinquante? Oui. C'est quelqu'un qui ne suit pas les règles. Je te dirais que oui. Oui. Mais très subtil. Tu sais que là, je suis pas capable de te lire, hein? C'était borderline, très, très borderline, mon affaire, là. J'étais allée au couvent, moi, au secondaire, avec juste des filles. On avait un uniforme vert. Fait que moi, j'ai porté du vert à partir de l'âge de 12 ans. C'était à quelle école? Au collège Saint-Lambert, à Saint-Lambert. Ouais. Puis secondaire 1, 2, 3, à cette école-là. Puis après ça, on allait au collège du Rocher. Un collège privé, là, de fait que les parents étaient bien nantis? Oui. Ouais. Mon père était ingénieur forestier. OK. Ta mère? Ma mère était professeure d'école. Ah. Moi, chez nous, les histoires, le soir, c'est mes frères et sœurs qui les écrivaient. Là. Oui? Oui. Puis moi, ma mère, elle me donnait des dictées. Je faisais des dictées à partir de 7 ans. Fait que moi, mon français, il est impeccable. Là. Comment tu gérais ça? Beaucoup de pression comme ça? Beaucoup d'exigences, de performance? Ouais. Oui. Beaucoup T'étais-tu OK avec ça ou c'était difficile? T'étais en opposition? C'était difficile parce que moi, j'étais plus... Tu sais, côté théorique, mettons, à l'école, là, j'avais... Dans ce temps-là, c'était des lettres qu'ils mettaient à ABC. Là. Ouais. D'un A, c'était « wow ». J'avais des A, des B partout, mais en comportement, c'était C, puis on veut te rencontrer tes parents. Là. Parce que moi, j'assimilais tellement rapidement. Mathieu Cyr en a déjà parlé, ça, la douance. Ouais. Je réclame pas que je sois ça, mais peut-être un petit peu. Parce que je comprenais tout de suite. Puis aussitôt que j'avais fini mes affaires, ben moi... Tu t'emmerdais. Je m'emmerdais, fait que je dérangeais tout le monde. OK. Fait qu'il y a une professeure, à un moment donné, en 5e année, qui avait découvert ça, cette habileté... Parce que moi, je m'asseyais tout le temps en arrière, parce qu'en avant, je dérangeais tout le monde. Ouais. Mais cette professeure-là, Madame Martine, je m'en souviens. Bonjour, Madame Martine. Bonjour, Madame Martine. Elle avait vu ça, fait que quand j'avais fini, « Ah, Hélène, t'as fini? Regarde, il y a une petite amie ici qui aurait peut-être besoin d'aide, là. » Fait que moi, j'ai commencé ça vite, jeune, là. Fait qu'elle utilisait ses ressources, oui. Elle valorisait avec... Oui. Fait que moi, ça me faisait du bien, moi. Ouais.
Ah, ben oui, je peux t'aider, tu sais. Puis là, ah oui, j'ai compris. Tu sais, des fois, tu t'expliques une façon différente. Oui. Puis moi, comme enfant, ben je parlais le même langage qu'eux autres, là. Fait que j'ai beaucoup été ça dans toute ma vie, d'ailleurs. Un canal. Oui. Un canal pour transmettre des affaires. Puis même aujourd'hui encore, j'en fais pas mal plus que Puis ça. on va en parler tantôt parce que suite à un jugement à la Cour suprême, ils avaient établi que c'était inconstitutionnel les prérequis pour certains métiers des armes de combat. Oui. Peut-être tous les métiers des armes de combat. Oui. Tu étais officier de liaison. Oui. Puis tu t'es impliqué davantage auprès de la cause des femmes à ce moment-là. Et tu as été pratiquement un aviseur technique sur le terrain dans tes fonctions. Oui. On va y revenir un petit peu plus tard. Oui. Ça ressemble à quoi, 1982, rentrer dans les forces pour une femme? Ben moi, je suis rentrée avec ma meilleure amie. Oui. Donc, on était deux filles. C'était ça le pacte. C'était ça le pacte. On est rentrés ensemble. Son père était déjà militaire. Fait qu'elle elle avait beaucoup déménagé. Moi, je l'ai connue au secondaire, puis on est allés au même cégep ensemble. Puis... Est-ce que tu as vendu ça comme si c'était quelque chose de beau? Oui, parce qu'on est allé voir le film Private Benjamin. Je sais pas si ça dit de quoi. Non, pas du tout. Avec... Comment qu'elle s'appelle? Une petite blonde. Elle est mariée avec un des frères Douglas. Pas Michael, c'est l'autre. Qu'est-ce que ça raconte? Bref, le film, c'est une femme, une jeune femme de très nantie, de parents super riches, qui veulent lui montrer une leçon qu'elle n'a pas tout sur le bout des doigts, puis il l'enrôle dans l'armée. Okay. Oh, oui. Fait qu'elle fait son bootcamp, puis à un moment donné, elle est en poncho avec son casque, puis il marche dehors en rond, pour rien, là. Il pleut à si haut, c'est dégueulasse, c'est en plein milieu de la nuit. Puis là, la fille a dit ah, j'ai le goût de martini, j'ai le goût d'aller faire du lunch, là, j'ai le goût de mettre des talons hauts puis d'aller magasiner. Quand est-ce que je sors d'ici, là, tu sais? C'est vraiment drôle. Puis après ça, ma Fait que chum... c'était pas un mode de vie qui était acceptable Ben non. pour elle. Puis là, ma chum a dit, on essaye de ça. On était dans notre première année de cégep. Ouais. Fait qu'on est rentré dans la réserve. En 82, moi, je suis rentré dans la réserve, avec des réserves de communication. Puis c'est là que j'ai fait mon cours de recrue avec eux autres. Puis mon premier métier des forces, qui était opérateur de télétype. Où est-ce qu'on sort... racontais ça, la première question, ça a été « What the fuck? » C'est quoi ça? Exactement. C'est quoi ça? Ça, c'est une machine que tu tapes. C'est comme une dactylo. Puis moi, j'avais pris des cours de dactylo au secondaire, au couvent, comme je disais. Puis je savais déjà taper, moi, 50-60 mots minute, là, facile. Là. Puis c'est une manuelle, là, on mettait une feuille par-dessus pour voir les lettres. Là, puis on tapait manuel avec un métronome. Là. Ah toc, oui? Toc, 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 toc. Fait que moi, quand j'étais Pour arrivé... suivre une cadence Oui. et ça améliorait les performances? Oui. Ah. Parce que tu commences avec juste des lettres pour savoir où sont tes lettres. Ouais. Après ça, tu as une cadence, puis tu as un texte. Moi, quand j'ai fait mon examen pour ça, ils m'ont donné une feuille. Il y avait une page à écrire. Mais ils nous demandaient de le taper à double interligne, pour que ça soit plus facile. J'ai été obligé de l'écrire 2 fois. J'ai changé de page pendant les 5 minutes. Là. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui ont eu de la misère à faire la moitié de la page. Moi, j'ai réussi à le taper 2 fois. Là, quand on faisait des tests de même, il y a juste moi dans la classe qui avait une feuille 8,5-14. Parce qu'une 8,5-11, c'était pas assez longue. Mais c'est toi qui as fait le choix de ce métier-là? Oui. Ou à cause de tes aptitudes? Oui, c'est ça. J'étais déjà capable. Okay. Fait que je me suis dit, crime, ça va me donner un avantage. Ça va être plus facile. OK. Puis ça, ces machines-là, ben, ça sortait les rubans avec les points dedans, qui est le code Morse, qui comme traduit de lettres à des codes Morse. Puis là, tu mets ça dans la machine, puis ça part, puis les messages s'en vont à qui de droit, là, tu sais. Mais tu tapes tout sur un ruban. Là. Puis nos examens, c'était... Ils nous donnaient des photocopies de rubans là, avec des points. Il fallait que tu écrives en dessous c'est quoi. Mon instructeur, ça c'est une drôle d'anecdote par exemple, mon instructeur qui nous... c'était une sergente des communications. Les textes qu'elle nous donnait, c'était des textes du Playgirl. C'est vrai? Oui. Fait que quand on décodait ça, tu sais, c'était tranquille. Là. D'un coup, t'entendais... C'est parce qu'il y en a un qui avait pas une joke. Qui avait trouvé ça drôle.
apprenait ses textes de ça. Tu peux prendre n'importe quoi. Là. Ouais. Pour décoder, c'est décoder. C'était quand même surprenant. Oui. On peut être surpris Oui, j'étais surpris. Moi, voir hein? ce comportement-là, du moins ce choix de texte. Puis la sergente en avant. Là, je me lève la tête, je fais. En voulant dire, continue. Oui, c'est correct, c'est voulu. Là, sans faire de jeu de mots là-dessus, c'était comme un peu sadomaso pour toi de quitter un confort comme celui-là puis rentrer dans l'armée. Mais dès le départ, est-ce que tu t'es senti confortable? Avec la communication, oui. Ouais. Ça a super bien été. On était moitié-moitié à peu près. Là. Tu partais d'un milieu très aisé, confortable. Oui. Tu as eu ton éducation dans des bonnes écoles. Oui. Là, tu arrives puis tu es sur le plancher des vaches avec des hommes du rang. Oui. En fait, Oui, c'est je suis ça rentré soldat, moi. Ouais. Pour éventuellement, on va le dire, te commissionner comme officier. Ce métier-là, j'ai envie d'en apprendre plus parce que c'est pas un métier. Je ne l'ai pas fait longtemps. Non? Je ne l'ai pas fait longtemps parce que l'unité. Au niveau opérationnel, c'était quoi le fondement de ce travail-là? Ben, en fait, ce que j'ai fait pendant des exercices, ce que je faisais, moi, j'étais opérateur du switchboard. OK. Donc, Je faisais des codes aussi, je faisais le télétype quand il y avait des messages envoyés. Ouais. Mais ça, c'était pas. Tu sais, en exercice, là, t'en fais pas tant que ça. T'en fais peut-être 2-3 par jour. C'est pas long, là, ça prend 3-4 minutes. Mettons 15 minutes, là, c'est tout fait. Mais le restant, j'opérais le. Comment on appelle ça en français? le poste d'opération téléphonique, je vais dire ça comme ça. Le panneau de transfert, mettons, le switchboard. Donc, s'il y avait un appel qui était Ou des envoyé... téléphones de campagne là, qui sont tous branchés, Ouais. là, t'as des linemen. Nous autres, c'était notre gang. Ceux qui montent les poteaux, là, puis qui montent les lignes terrestres. J'ai toujours trouvé ça drôle qu'ils appelaient ça une ligne terrestre parce qu'ils sont tous dans les airs. C'est comme un driveway, tu conduis pas sur un driveway, tu te parques dans un driveway. Ouais. Mais tu drives sur un parkway. C'est très philosophique, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Things that make you go, comme disait l'autre. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'opérais avec les fils. OK, mais ça, c'est dans un contexte opérationnel. Puis je veux juste dresser le portrait. Un téléphone de campagne, c'est un téléphone comme un téléphone résidentiel, mais il est vert kaki plus solide. Oui, là. il marche à batterie, faut que tu le freines. Il faut déployer les filages Ouais. pour connecter les téléphones Exact. ensemble, puis ça passait par un switchboard. Oui. Donc, si, exemple, il y en a un qui voulait rejoindre le commandant, ben appelait sur le switchboard, demandait à parler au commandement. Là, c'est là, toi, tu prenais la ligne là, puis tu allais la mettre dans la ligne En plein du ça. commandement. En plein Bon, ça. fait que là, on a dressé un portrait Des de ça. fils comme des fils de guitare électrique, là. Ouais. Pip, 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 pip. Il était tout... Est-ce que tu as fait aussi des télécommunications, ben pas des télécommunications, mais des communications outre-mer, ou est-ce que la communication, là, à ce moment-là, passait par un switchboard? Non. Non. Non, ça, j'ai jamais Mais fait. c'est un peu le même principe. Puis ma Oui, ça question me- là-dedans, c'est que tu as dû entendre un paquet de conversations Ben oui. parce que t'es les oreilles Oui. de tout le monde Oui, qui puis communique. c'est moi qui vérifiais la sécurité aussi des opérations. Quand quelqu'un disait des informations qu'il n'est pas supposé dire, je le débloque, moi. Tu le débranchais. Donc, tu avais une responsabilité au niveau de... J'avais toutes mes marches à suivre, mes SOP, dans le Comme fond. là. aujourd'hui, on appelle les admins des comptes Facebook. Là, Oui. ils vérifient à ce que ce exactement. soit la bonne... Oui, la bonne conversation, tu utilises les bons termes, n'importe quoi, là. OK. Puis tu avais... quand tu débranchais quelqu'un, qu'est-ce que tu devais faire? Est-ce que tu devais rapporter l'incident? Oui. OK. Après ça, c'était enquêté par la police militaire? Oui. Ah, intéressant. C'est pas arrivé souvent. Non? Non. Parce que les gens... Ben, en fait, ce que je leur disais, moi, avant de déploguer, je disais, s'il vous plaît, non, je disais pas s'il vous plaît, je disais, pour ce genre d'informations, utilisez le système radio. OK. Puis je le déploguais. Avec l'encryptage? Oui. OK. Ça existait déjà à cette époque-là? Oui. La crypto? Les S'il y en radios, a qui tout le ça. savent en commentaire, écrivez-moi en quelle année l'encryptage a été utilisé Oui. dans les radios des forces Ah, ça fait canadiennes. longtemps. Ça Moi, serait il y en avait en 82, là. Ouais. 82, 83. Parce que c'est du PRC 77 qui était le type de radio encore utilisé à ce Oui, moment-là. exact. Puis l'encryptage était mis avec les clés d'encryptage. Exactement. Puis dans notre camion, là, on avait un PC van, là, un 5 quarts de tonne, Ouais. avec les tentes en arrière puis tout ça. Moi, mon switchboard il était installé sur une table de 6 pieds à côté, branché avec la génératrice en arrière. Mais en dedans, c'était tous les réseaux de radio. Là. Fait que moi, j'étais dans la même tente là, que le centre des opérations. Là. J'étais là, direct. Ouais. Là. Donc, Fait que à partir tout ce de qui se passait, les briefings, tout ça, c'était dans la tente. Là. Fait que moi, je savais tout ce qui se passait là, partout. ce qui était un avantage, Ben oui, est-ce que tu partageais de l'information privilégiée Non. avec des amis? Non. Non. jamais. 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 Donc, J'aimais ça. Ce que j'aimais. c'est sûrement très tentant. Non, ça m'a jamais tenté. Non? Non.
Ça me donne quoi? Ben, ça aurait pu prévenir de tes amis de quelque chose qui aurait pu se préparer autrement ou de... Ouais, non, j'étais pas à ce point-là. Là. OK. J'étais pas à ce point-là dans les gros secrets. Là. Puis c'était en exercice surtout. Là, je veux dire, je l'ai jamais fait en vraie opération, là, le switchboard, puis Ouais. les radios, tout ça. Là. Non, mais je te Dans donne un exemple l'entraînement, puis là. de ce que je me rappelle. Si nous, quelqu'un du PC, Oui. nous informait que dormez pas trop solide cette nuit parce que vous allez vous faire réveiller à 2 h du matin avec des articimes. Ouais. Les articimes qui sont des explosifs. Des simulateurs d'actualité. Exactement. Donc, à ce moment-là, Ça, on dormait un œil ouvert, un œil Moi, je faisais fermé, pas puis ça. on Moi, je était le prêt. disais pas. Non, Ben non, c'est contre-productif. absolument. Absolument. Si tu veux tester comment ils sont réactifs, puis tu le dis, Tu as plus d'éthique que moi. Allez. ça donne rien. Je vais dire ça comme moi, ça. je regarde l'objectif de la manœuvre. Là. Oui. C'est quoi tu veux prouver? Absolument. Je veux savoir s'ils sont effectifs. Parfait. Ouais. Je me sens mal. Je dirais pas. Mais non, mais c'est correct. Convention féminine. Moi, je regarde les objectifs. Là. C'est quoi qu'on veut faire? Là? Veux-tu prendre soin des gars ou ben non, on a une mission à accomplir? Là. Oui. Moi, c'est mission first. Hein? C'est très bien. C'est probablement pour ça que toi, tu t'es rendu officier, pas moi. Mais j'ai pas monté plus haut que capitaine, par exemple, parce que j'ai trop de grand gueule. Je fais pas assez de politique, moi. Je fais pas Encore assez une de fois, politique. peut-être un petit peu délinquante à tes Tu vois, de à ce tes côté-là, là, j'aurais averti les sergents, mais pas les lieutenants. ans. Non? Non. Intéressant. Tu n'as pas fait ce travail-là longtemps, pour quelle raison? J'ai changé de métier parce que l'unité de réserve de la communication était à Montréal. OK. Moi, j'habitais sur la Rive-Sud. Puis là, ma chum avec qui je me suis enrôlée, elle dit « Hey, elle dit, il y a une unité à Saint-Hubert, un bataillon de service. » Elle dit « Ça te tente-tu qu'on aille là? » Ah, j'ai dit « Oui, ça serait plus proche. » Fait qu'on a transféré les deux, mais... La même amie avec qui tu as fait Oui. un pacte de Oui. rentrer dans l'armée. Oui, oui, oui. OK. Puis elle a sorti l'année passée, là. À même âge que moi. Et son premier métier à elle? C'était RAD-UP, elle. Elle OK. était opérateur de radio. de radio. De radio. Oups, excuse. Ce qui était un métier très Ça- connexe à oui, celui oui, que oui, tu avais absolument. choisi. Oui. Donc, elle t'entraîne, encore une fois, Oui. à aller sur d'autres cieux. Oui. Je vais dire ça Fait comme qu'on ça. a transféré au bataillon de service. Ça a été facile, pas facile? Oui. Ben, ça a pris quasiment un an. Donc, les deux, vous faites votre demande simultanément. Hélène, non, elle l'a pas transféré. Elle OK. s'en allait à l'université. Ah, Elle est allée à l'université d'Ottawa en 84. oui. Elle s'appelait Hélène. Elle s'appelle encore Hélène. Oui, je pense que oui. Puis elle a étudié avec Roch Voisine. Oui? Oui. Il était à l'université d'Ottawa, lui aussi. Ah, Je l'ai vu jouer au hockey, moi. rock? Oui. OK. Et est-ce qu'il était séduisant? Toujours. Ben oui, mais Est-ce j'étais que- mariée, moi, à est-ce ce qu'il temps-là. t'a séduit? Non, en 80... Non, c'est plus tard que ça. C'était en 86 parce que j'étais mariée. Oui. Puis je me suis mariée en 85. Fait que... Ah, moi, Roch Voisine, moi, c'est mon idole. C'est Oui. Oui, oui, oui. Justement, on va en Il parler est tantôt même- parce que... Il est même sur mon testament. C'est surprenant que ça vienne tout de suite comme ça parce que je voulais parler de tes relations privilégiées avec F. Côté, Matt Lang, Simple Plan. Je pense que tu es quelqu'un qui fait... Je suis une fan, là. Je suis un petit peu groupie, oui. Ouais, hein? Oui, je suis groupie. On va en parler tantôt. Même, Donc- il y en a une à un moment donné, puis elle va se reconnaître, Sandra Perron. Oui. La première fois que je l'ai rencontrée, Sandra, au Pepper Pod. Parce que Sandra a été, si je ne me trompe pas, officier d'infanterie. Oui, c'était la première femme commandant de peloton au 22. Exactement. Je voulais juste... Elle est en Yougoslavie, elle, en Tu 94. confirmes qu'on parlait de la même personne. Oui, Sandra Perron, là, qui fait le Pepper Pod, qui est colonel honoraire du régiment de vol. Mm-hmm. Bon, la première fois que j'ai rencontré Sandra, moi, c'est après que j'ai lu son livre. Et j'étais starstruck, puis j'y ai dit. Ouais. On est assis sur le balcon parce que je suis arrivée la veille. Elle faisait une fin de semaine de... C'était une semaine avant que le Pepper Pod ouvre officiellement. Mm-hmm. Puis ceux qui veulent le savoir, là, le Pepper Pod, c'est un centre de ressourcement pour femmes militaires. Juste des femmes. Seulement des femmes. Seulement des femmes. Puis moi, je suis allée 2-3 fois. Puis la première fois, c'est ça, c'était une semaine avant que ça ouvre. Mm-hmm. Et on faisait un dernier clean-up, là. Fait que moi, je suis montée là avec mon motorisé, avec mon chien. Elle a aussi un super beau chien, Gunter, d'ailleurs, qui s'appelle. Parce que soldat Gunter... C'est pas appelé rock. Non, ben non. Je t'agace. Je parle de Sandra, là. Oui. Mais c'est ça, puis on a jasé, puis elle a dit, voyons, Hélène, elle dit, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis blablabla, puis très, très humble comme personne, puis elle m'a pris dans ses bras, puis on a broyé, puis...
C'était super. Tu sais. Puis j'ai une très belle relation avec elle aussi. Là. Tandis que tu en parles, ces organisations-là qui sont seulement réservées pour les femmes, Oui, c'est quoi l'importance qu'ils ont? c'est vital. C'est vital. Parce que notre expérience dans les forces, je te dirais qu'elle est à 270 degrés de celle des hommes. C'est Oui. c'est pas un 360 parce qu'on vient à la même place, là. Mais quasiment. Donc, tu sais, Parce qu'il quand faut on tout se le temps qu'on rencontre, en refasse plus. quand on se rencontre comme vétéran, souvent on va se comprendre sans se parler. Oui. Mais j'imagine que ça, c'est next level quand deux femmes vétéranes se Absolument. rencontrent Absolument. et communiquent Des mamans. de leurs défis similaires. Hey. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. Un des défis similaires au niveau des anciens combattants, c'est que les chartes, je vais dire, d'invalidité Oui. ont été construites basées sur l'autonomie d'un homme, la physionomie d'un Oui. homme. La physionomie d'une femme, elle est complètement différente, Ben oui. ou du moins, il y a des grandes différences Oui. qui amènent... comment je pourrais dire ça? Des besoins différents. Oui, des besoins différents Des pour défis traiter. différents. Mais la Constitution amène à voir des différences dans les types de blessures. Oui. Exemple, pour le port du sac à dos. Bien, les femmes, puis encore là, je ne peux pas citer aucune source, là, aucune évidence à ce point-là, vous ne seriez pas blessé à la même place à cause de la constitution physique. Oui, les hanches sont plus larges sur une femme. Exactement. Donc, les épaules sont moins larges. Au niveau des Les anciens ganses combattants... ici, il y a bien des ganses qui t'écrasent la poitrine. Là. Ouais. S'il est bien tête, ton rucksack, là, puis t'as une... Fait que tu me fais réaliser qu'il y a du travail à faire aussi au niveau de l'équipement. Ben oui. C'est pas juste au niveau de revoir les chartes d'évaluation sur... Ça n'a rien à voir. le- Pas que ça n'a rien à voir, mais ça va plus loin que ça, mettons. Ouais, Puis les équipements, ils sont tout le temps en renouvellement. Là. ouais. C'en était une des plaintes, justement, des filles que j'ai rencontrées là, quand j'ai fait le voyage avec le comité, là, Oui. Suite à la décision de la Cour suprême. On peut en parler tout de suite. La Cour suprême juge inconstitutionnel les prérequis qui sont installés pour les métiers de combat. Oui. Ça, et on veut pas des femmes essentiellement des métiers de combat. Exact. Donc, les prérequis, les femmes, c'est très, très, très difficile de rencontrer ces Il y en a pas. standards-là. Il y en a pas. Puis il n'y en a pas à ce Les moment-là. femmes, c'est zéro. Tu peux même pas appliquer dessus. Donc, il n'y avait même pas la possibilité Non. de déposer sa candidature. Non. À partir de là, il y a l'armée se revire de bord, Oui. Ils n'ont pas le choix. doivent s'adapter. Oui. Donc, ouvre la possibilité de déposer des candidatures féminines dans les armes de combat. Exact. Ouvre des programmes spécifiques pour inciter les femmes à rentrer dans l'armée, dans des armes de combat. Comme par exemple, quelqu'un qui veut être, je sais pas moi, elle voudrait être technicienne de laboratoire. Ouais. Ah ben là, c'est 3 ans d'études, puis pas sûr que tu vas rentrer. Mais tu veux faire l'artillerie, tu rentres dans 2 semaines. Mhm. Quelqu'un qui est sur le chômage, qui a 19 ans, il n'est pas à l'école, blablabla, va prendre ce qu'on te donne. Puis c'est arrivé beaucoup, ça. Ils ont essayé de créer une masse critique, qu'ils appelaient. Oui. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le premier cours d'artilleur, qui avait des femmes, il était 6. Il y en a une qui a fini. Donc, on peut penser que les exigences étaient aussi grandes que celles des hommes, Oui. avec une constitution Oui, puis ils s'attendaient pas. Ils différente. savaient pas. Tu sais, les filles ont été mal informées. Ils n'étaient pas informés. Signe ici, puis vas-y, puis on t'enrôle dans 2 semaines. Puis, OK, on va l'essayer. Non, non. Les forces canadiennes, tu ne l'essayes pas. Là. Et c'était peut-être aussi, il y a peut-être une game politique pour ceux qui étaient Totalement. contre l'insertion des femmes dans les rangs Totalement. des Ben, métiers on de va lui combat. prouver, moi, que. Exactement. Exactement. Set for failure, Oui, on en oui. a parlé hier ensemble. Ah oui, exact. Donc, il était déjà T'es condamné à. condamné avant même à d'essayer. l'échec, là, tu sais. Exactement. Oui. Donc, on allait faire tout pour Oui. montrer une statistique que Oui. ben, ils ne sont pas capables, les femmes. Oui. Donc, Sandra, celle que je parlais tantôt, Sandra Perron, c'en a été une des premières, ça, qui leur a mis ça d'en face. j'aimerais ça avoir Sandra en entrevue. Ça serait vraiment intéressant. Tu lui demanderas. Oui. Tu lui demanderas, elle habite pas loin d'ici, là. En plus, Ben oui, dans la région. elle est dans la région ici, là. Sandra, l'invitation est lancée. Oui, Sandra, Venez on au s'en Soundcheck reparle. Podcast. Viens nous raconter ça. Elle a écrit un super livre, là, Seul au combat. Là.
Seul au combat. Oui. Je vais essayer de trouver son livre puis de le proposer aussi, Ah, parce oui, que oui, j'ai oui. fait la même chose avec Avec une d'autres, vétérane. ouais. Ouais. Avec Joanne. Qu'on va Joanne, recevoir. Joanne Couture? Ah, non, Non. non, c'est Joanne Gosselin. Joanne Gosselin? Non. C'est l'AirTech, là. Oui. Qui était. Il y en a plusieurs qui ont écrit des volumes. C'est la seule femme qui a fait le cours Saint-Chinook. OK. Une autre histoire très intéressante. Uh-huh. C'est la Elle est raison. en Afghanistan, c'est Chinook, elle. C'est la raison du Soundcheck Podcast, c'est de venir vous Je vais présenter. t'en donner du name dropping. Je suis pas C'est forte clair, là-dessus, là, ils j'aime vont se pas ça. sentir Là, interpellés. mais tu sais, moi, ces gens-là, je les cours, là, je les suis parce Ouais. que c'est des gens intéressants. Puis il y a des liens. Moi, j'ai des liens avec tous ces gens-là pour des raisons différentes qui sont créés parce que, justement, je me suis intéressée à eux autres. Mhm. Puis finalement, ben, son frère ou sa sœur, qui est là pour le lancement du livre, ben, lui, il est propriétaire d'un ranch que je suis en train de bâtir, moi, puis que je veux savoir comment ça marche, son affaire. Ouais. Crève, c'est son beau-frère. Puis ça fait 1 an que je suis son ranch, je vois comment il se développe, puis ça va bien. Fait que tu Fait que je me disais, crème, mais comment je vais le rencontrer, ce gars-là? J'arrive au lancement du livre à Joanne. Il est là. Je fais ça. Ben, il dit, c'est ma belle-sœur. Je dis, on est venu l'encourager. T'as maintenant? On va se parler maintenant. Je savais pas que tu étais vétérane, toi. Ben oui. Ah, ben, t'as on va se parler. Fait que, non, c'est. Mais dans tous c'est ces vraiment contacts-là, cool. Oui. là, je te ramène à justement l'armée essaie de faire amende honorable, essaie de Oui. pousser. Puis t'es officier de liaison à ce moment-là pour un groupe de délégués, j'imagine, qui faisait la promotion de En fait, l'insertion des femmes dans les métiers de combat. ça s'appelait le Comité consultatif de la défense sur l'intégration des femmes dans les forces. OK. Dans F, oui, c'est ça. Eux, ils étaient mandatés. C'était quoi le mandat? C'était tous des civils Oui. mandatés par le ministre de la Défense pour aller sur le terrain et voir les manquements systémiques à l'accomplissement d'avoir des femmes. C'est quoi les problèmes sur le terrain? Là? Pourquoi que ça marche? Juste pour les armes de combat ou pour les forces armées canadiennes dans Pour les l'ensemble? forces armées canadiennes OK. au complet, mais pour l'intégration des femmes dans les forces canadiennes. OK. Tous métiers confondus, là, armée, marine, puis Air Force. Oui. Ton travail à toi, c'était quoi à ce moment-là? Moi, j'étais représentante pour l'armée de terre. Donc, tu représentais Oui, l'armée de terre. L'armée de terre. Quand il allait dans des bases de l'armée de terre, j'étais au QG de FMC dans le temps, là, les Forces mobiles, à Saint-Hubert. Puis j'ai fait toutes les bases d'armée canadienne avec ce comité-là, avec 1 ou 2 membres à chaque fois, pour aller voir sur le terrain, aller parler aux filles qui étaient dans le programme, qui étaient en entraînement depuis 2-3 semaines. Oui. C'était toutes des filles qui avaient fini leur cours de recrue, puis qui étaient maintenant dans les écoles, là, à Wainwright, à Gagetown. En vue d'aller faire leur métier. Oui, en vue d'aller faire leur métier, l'école d'artillerie, l'école au 22 aussi, à Valcartier, j'étais allée. Puis on allait les voir, nous autres, quand ils étaient en instruction. Là. Il y a certaines places que les filles n'ont pas voulu nous voir. Ils n'ont pas voulu. Non. Parce qu'ils ne voulaient pas se mettre entre l'arbre et l'écorce. Exact. Ils ne voulaient pas être Il jugés. y avait, dans ce temps-là, on appelait ça le fishbowl effect. C'était un effet bol à poisson là, Oui. qui amplifie tout. Oui. Que si on les sort de leur entraînement pendant qu'ils sont en train de s'entraîner, Ouais. ça les désavantage. Parce vont qu'ils être- ils manquent vont être d'instruction. victimes. Ouais, Ils vont être victimes, puis c'est ça. Hein. exactement. Ils se font pointer du doigt. Les faux Tandis fils. que, Des faux fils. Exact. Ouais. Ils sortent de Ils sauvent du travail. parce que ça ne lui tente pas. Tu sais. Ouais. Ah, ouais, ben oui, c'est le ministre qui a demandé ça, qui veut rencontrer les filles, ben il viendra le soir, puis fin de semaine. Là, tu sais. Mais c'est pas ça qu'on voulait, nous autres. Fait que les filles, quand ils ont dit non, moi, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, moi, je peux-tu lui parler? Parce qu'ils ne voulaient pas parler au Ils ne voulaient pas la rencontre formelle, mais toi, tu avais dit, je vais essayer d'aller les rencontrer, mais de façon informelle. Ouais. Sur le plancher des vaches. Oui, je suis rentrée dans un quartier des filles, OK. à l'école d'instruction. Tu t'es J'étais présenté comment? comme j'étais, lieutenant Tremblay. J'étais lieutenant dans ce temps-là. OK. En uniforme? En uniforme. Lieutenant Tremblay, je travaille à tel endroit, puis je suis parfaitement bilingue, fait que je parle en anglais, pas de trouble. J'ai dit, moi, je suis commissionné des rangs, j'ai été soldat comme vous autres. J'aimerais ça que vous... C'est pas la raison pourquoi on est venu. Oui, il y avait des questions, les plus âgés, là, parce qu'il y avait des gens quand même assez... la présidente du comité, je vous donne un exemple, c'était général Hellstrom. C'est la première femme qui a été promue générale au Canada.
C'était une femme d'Air Force. Puis une dame, là, tu sais, très seule. Puis, mais c'est intimidant un petit peu, là, de parler à des gens comme... Puis les autres, j'ai été aussi avec des anciens colonels de l'armée, là, qui ont été commandants d'école, là, par exemple, les anciens commandants d'école de combat de Gagetown, là, ils étaient sur ce comité-là, d'ailleurs. Fait que j'ai fait des voyages avec eux autres. Puis... C'est quoi les confidences que tu as eues? Y avait-tu un thème récurrent? Oui. C'est moins pire que vous le pensez. Ah. Oui. OK. Aujourd'hui, ça pourrait faire sciller bien les oreilles. Oui. Il y a beaucoup de politiques qui se disaient... Il y avait 2 clans clairs. Puis les 2... Moi, je les ai vus évoluer en dedans d'un an, à peu près, là, qu'on a fait ces visites-là. Ouais. Puis j'ai vu évoluer les changements. Puis j'ai vu des... Moi, j'appelle ça des dinosaures, là, ceux qui font manger le troupe des bananes avec un couteau et une fourchette parce que c'est trop excitant de manger ça c'est vrai, hein? à la pleure. Regarde, on va faire une parenthèse. Raconte-nous cette anecdote-là. Tu m'as raconté ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Vas-y. Oui, on était en visite justement avec ce comité-là à Gagetown, à l'école de combat. Puis pendant que les hauts gradés, puis le commandant de la base, le commandant de l'école, moi, les colonels, je les laissais parler, eux autres. Moi, j'allais me promener sur le terrain. Tu allais faire du human. Je faisais du human, puis j'allais parler au monde. Travail de terrain. Puis, à un moment donné, il faut bien manger. Oui. Je rentre à la cuisine. Je suis en ligne avec mon cabaret. Tu sais. Puis là, je vois du monde qui mange des bananes avec un couteau et une fourchette. Comme une saucisse. Là, comme ça. Ils l'épluchent toutes, mettent la pleure à côté, puis après ça, ils la coupent dans les assiettes. C'est-tu quelque chose qui est natif du Nouveau-Brunswick? Je sais pas. Tu pensais que c'était une culture quelconque, là, je sais pas trop. Puis il y en avait 2-3, tu sais, dans la cantine. Puis, je continue avec mon cabaret. J'arrive pour me faire servir, tu sais, puis je demande au cook en arrière, je dis, hey, can you please tell me, say, what's this thing with the fork and knife and the banana? Il se lève la tête. Il regarde au ciel, puis il pointe au tableau, tu sais, dans la cuisine, il y a tout le temps ça, un tableau avec les ordres courants, les menus, tout ça. C'est in the orders, ma'am, c'est dans les ordres courants de la base. C'est l'adjudant-chef de l'école qui a mis ça parce que il trouvait que c'était trop... qu'on voulait... ça pouvait causer des causes d'harcèlement puis de commentaires déplacés. Ouais. C'était trop risqué, fait qu'il a dit tout le monde va manger sa banane avec un couteau ou une fourchette. C'est très drôle, mais en même temps, je comprends la logique en arrière de ça. Combien de fois quelqu'un a vu quelqu'un manger une banane, puis d'envoyer une blague à caractère sexuel? La mienne est meilleure, là, genre. Alors, tu l'enfonces trop profond. On peut penser, on va rester... Suck baby blows an expression. Mais on peut comprendre, mais en même temps, on était obligé d'aller jusque-là. C'est ça que ça me dit. Ça veut dire que ça amenait suffisamment de difficultés à la chaîne de commandement pour qu'ils mettent ça dans les ordres courants. Mais ça, c'est pas savoir quoi faire. Là. C'est arrivé quoi? Une fois, peut-être? 2? Combien de fois? Là? Moi, j'appelle ça niveler par le bas. Là. Tu baisses tes standards ou tes normes parce que si tu les mets trop hautes, les gens sont pas capables de les atteindre. Mais en même temps, ça a été instauré pour une raison. Oui. Et on était en quelle année à ce moment-là? Oh boy, j'étais lieutenant, environ. 90, 80, c'est pas près. C'est quand même, 91, ça fait 92. longtemps, là. Ça fait longtemps. Donc, ça fait 20, 30 ans. Ouais. On parlait à ce moment-là de conditions féminines dans les forces armées canadiennes, puis améliorer le traitement envers les femmes déjà à cette époque-là. Oui. On voit que le travail était très long à faire, puis il y en a encore à faire. Il y en a encore à faire, puis on brasse les mêmes recettes. Là. Mais c'est pour ça que ça me surprend que tu dises les femmes semblaient être heureuses et satisfaites dans les rangs. Oui. Donc, peut-être, hypothétiquement, je me dis, est-ce que l'armée a engagé des femmes qui étaient comment je pourrais dire ça, plus... comment je pourrais dire ça? Avec une... J'ai de la difficulté à... Une attitude, peut-être? Oui, peut-être c'est une question de personnalité qui ressemblait davantage aux hommes. J'ai vu, moi, sur les cours, il y en a une, c'est un cours de blindé.
La fille, elle devait avoir peut-être 20 ans à peu près. Mais c'est une farmer de l'Ouest. Oui. Elle a brassé des bottes de foin, là, puis elle faisait du rodéo à cheval, puis il n'y a rien là, marché, puis elle en prenait. Des femmes qui s'en Puis elle laissaient s'est peut-être très, moins très bien imposer. sortie avec le blindé, là. A été postée pour LDSH, je pense. Puis elle a fait des missions comme officier blindé. Là. Uh-huh. Puis le blindé, ça allait très bien pour les femmes. Ça allait très bien jusqu'à temps qu'ils se ramassent dans les unités. Là. Après ça, à l'entraînement, c'était correct. Tout n'était pas beau pour les femmes à cette époque-là. Oh boy, non. Même s'il y avait une certaine satisfaction de la part des femmes, ou peut-être que c'est des femmes qui voulaient pas être, je veux dire, reconnues pour avoir dit quelque chose de négatif. Donc, on peut penser qu'il y en a plusieurs qui ont menti. Peut-être. C'était quoi qui était le plus souligné de la part des femmes qui était problématique? L'équipement. OK. Donc, on revient encore à là. L'équipement. L'équipement mésadapté. Le traitement des gars, là, c'était rare. Il y a toujours des exceptions, puis il y a des morons partout. Là. Ouais. Mais c'était rare parce que moi, je m'en suis rendu compte. Ces filles-là là, sont allées à l'école avec les mêmes gars. Là. Ouais. Ils étaient assez bonnes. Moi, dans mon temps, les écoles de gars, les écoles de filles, on n'était pas ensemble. Quand on arrivait dans un endroit mixte, c'était de partir. Là. Mm. Mais eux autres, là, ils ont été ces bancs d'école tout le long ensemble. Là. Un gars et une fille assis côte à côte d'une classe. Il y en a partout. Ouais. C'est la majorité, mais quasiment, là, je te dirais. Quoi, 80% des jeunes aujourd'hui sont tous allés à l'école, dans des écoles mixtes. Ouais. Fait puis ils ont des frères, des sœurs, il y a des plus grosses familles maintenant. Là. Moi, quand je faisais des briefings aux recrues, là, c'était tout le temps ça. Là, regarde, on est une famille ici. Ouais. Tu traites la fille ou le gars à côté de toi comme si c'était ton frère ou ta sœur. Tu ferais t'as une joke de même, blablabla, tu dirais-tu ça à ta sœur ou ta cousine? L'histoire nous a prouvé qu'il y a eu beaucoup d'inceste dans les forces armées canadiennes. Vous comprenez que c'est du sarcasme et que c'est un jeu de mots qui n'est pas de bon goût, mais si on le dit pas, si on le soulève pas, on se rappellera jamais de où on vient et où est-ce qu'on veut aller. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Donc, toujours très impliqué pour la cause des femmes. Oui. Puis je vais te demander comment tu t'es senti quand tu as vu arriver une femme avec laquelle tu as servi devenir la numéro 1 des Forces armées canadiennes, Mme Jenny Carignan. Oui. Ça doit être un sentiment de fierté pour toi. Je l'ai appelée. Oui? Oui. Personnellement? Oui. Oui, Jenny, on s'est connus en Bosnie. Elle était major. Puis elle habitait, on habitait, nous, dans des contenants maritimes. Ce qu'on appelle les ISO. Là. Les ISO, oui. C'est un sea container, là. Ouais. En fait, nous, c'est des Corimec qui appelaient. C'était une compagnie italienne, c'est des Italiens qui faisaient ça. C'est ça le nom qui était marqué sur les pods? Oui. Okay. Mais essentiellement, c'est un conteneur maritime avec une fenêtre à chaque bout puis une porte. Puis ils sont tous casés, un à côté de l'autre, puis il y en avait par-dessus aussi. Ouais. Deuxième étage avec un balcon puis des escaliers en métal. Donc c'est là-dedans que vous étiez logés? C'est là-dedans qu'on était logés tout le temps. En Bosnie, entre autres? En Bosnie. Ouais. Puis moi, j'avais celui du coin, c'était tout en rangée. Là. J'avais celui du coin, puis l'autre à côté, c'est Jenny qui était là. Fait que, à cette époque-là, elle était major? Elle était major, oui. Okay. Et toi? Moi, j'étais capitaine. Tu avais déjà commissionné? Oui. Oui. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais capitaine. Est-ce que tu te rappelles, à cette époque-là, Mme Carignan opérait, était dans quel secteur d'opération? Elle était au centre des opérations. C'était elle, la spécialiste des explosifs. OK. C'était une spécialiste d'explosifs. Quand tu l'appelles, comment elle reçoit ton appel? Est-ce que c'est une... Est-ce que tu sens que j'ai été obligée de laisser un message parce qu'il y en a reçu beaucoup. Là. J'y ai pas parlé personnellement, j'ai laissé un message. Mais j'y avais déjà dit. J'y avais dit 5 ans avant. Parce qu'on s'est croisés quand même pendant notre mission, c'était en 2002. Mais après ça, dans les 25 dernières années, on s'est rencontrés à d'autres places. Moi, à un moment donné, j'étais commandant adjoint à l'École des langues à Saint-Jean. Oui. Puis elle était commandant du collège militaire. Fait qu'on allait dîner ensemble des fois. Puis, tu voyais déjà le potentiel d'atteindre les plus hauts échelons? Ah oui. C'est quoi les qualités personnelles qui t'ont surprise de cette femme-là? De cette femme-là, son calme. C'est pas une personne qui est énervée puis qui t'écoute. Puis tu le sens qu'elle écoute. Elle a une très bonne écoute. Puis, comment je pourrais bien dire? Elle s'investit dans les gens. Donc, même si ça écoute du temps et de l'énergie, elle va prendre le temps. Elle va le prendre.
Elle va le prendre parce elle veut prendre la bonne décision, puis elle veut faire les bonnes affaires. Puis que ce soit, oui, mission first, mais il n'est pas question qu'on perde du monde. Fait que, mais ils sont calmes. Il y en est quasiment glacial des fois. Un peu comme j'ai travaillé avec le général Côté, Gaston Côté. En fait, c'est lui qui m'a offert ma commission. J'étais sergent, moi, quand je travaillais avec lui, puis mon capitaine a pris sa retraite. Puis il me l'a offert. J'étais à l'université dans ce temps-là, j'avais recommencé mes études, puis Gaston, il était lieutenant-colonel dans ce temps-là. Puis c'est une commission, on le sait, là, faut que ça soit offert. C'est pas toi qui le demandes. Il y a bien des gens qui disent ça, là. Ah, j'ai demandé ma commission. Non. Les gens vont proposer ta candidature. Après ça, donc, au niveau de la chaîne de commandement, on va préparer ta candidature pour l'envoyer sur le concours. Il m'a fait... Ça, il me l'a dit après, par exemple, je le savais pas. Mais il m'a donné comme à peu près 6 mois de probation, où est-ce qu'il me donnait des projets pas mal plus importants, là. On recevait des politiques sur le personnel. Moi, j'étais à la gestion de personnel. On recevait des politiques du QGDN au niveau de l'armée. Là, moi, il fallait que je décortique tout ça à des 75 pages à peu près, puis faire un briefing, puis dire, OK, la nouvelle politique, ça nous impacte. C'est quoi la différence avec la vieille? Ça change quoi dans ma vie? Là, ça va être quoi l'impact sur les troupes? C'est ça. Puis après ça, il faut publier celle de l'armée à toute l'organisation de l'armée au complet. Fait que moi, ça m'est arrivé souvent là, d'avoir des politiques de même, puis de faire des changements, puis Est-ce que tu te risquais de donner ton opinion sur les risk assessments? Totalement. Totalement, puis ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté à 2 reprises où est-ce que j'ai fait changer des directives parce que ça faisait pas de sens. Là. Puis ça a eu un impact. Moi, je travaillais pour la réserve dans ce temps-là. Ça a eu un impact sur toute la réserve au Canada. Des contrats de travail de 3 ans pour les réservistes. Dans l'armée de terre, ils ne faisaient pas ça. L'aviation puis la marine faisait longtemps qu'ils faisaient ça. Donc, tes patrons ont vraiment beaucoup cru en toi. Puis ils t'en ont demandé beaucoup. Mais tu en as offert beaucoup aussi d'un point de vue dans ces années-là, moi, j'étais investi 200%. Là. Je le sais, puis je le nommerai jamais assez à quel point tu étais investi dans la cause féminine. Sans dénigrer... je veux dire, l'homme avec un grand H, là. Non. Au contraire, je pense que tu es aussi une alliée des hommes dans la société. Ben oui. Dans le fond, on peut dire que tu es une forme d'humaniste aussi, parce que ce que tu veux, c'est le bien de tout le monde. C'est l'être humain, oui. Exactement. Oui. Ça l'homme, moi, dans ma tête, l'homme puis la femme, transgenre, peu importe. Oui, parce que tu es très ouverte aussi sur la communauté LGBTQ+, sensible des Rainbow Veterans. À tous les minorités. Je suis bisexuelle personnellement, fait que, regarde, puis j'ai aucun problème à le dire, puis... Merci pour le coming out. Ouais, tu savais pas? Ben oui, je le savais. Ben oui, tu savais. J'ai dit merci de l'exclusivité sur le podcast. Tu vas peut-être avoir plus de messages que tu penses. Ah, peut-être. Mais moi, c'est l'être humain. Tu sais, je tripe sur la vibe, sur la... Tu le sais. T'aimes l'humain avant le sexe. Ah ouais, OK. Oui. Ben, c'est parce que c'est plate un peu tout seul. Oui. Bisexuelle, est-ce que je peux te demander si t'es polyamoureuse aussi? Je pourrais l'être. Oui. Tu aurais une capacité à faire grandir, développer de l'amour pour plus d'une personne. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses justement je vais dire de la montée du libertinage dans le monde, à travers le monde, parce que ça peut déborder jusque-là. Tu sais, bisexualité, polyamour. Est-ce que tu penses que la société s'en va dans le mur avec ça? Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir une forme de chaos si les gens vivaient une sexualité beaucoup plus libre, mais dans une proportion beaucoup plus grande? Mais c'est toute une question de respect et de sécurité physique et mentale aussi, là, parce que c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas prêt à se joindre dans ce style de vie-là, ça prend une préparation personnelle dans la tête. Là. Verrais-tu des troubles sociétales avec une pratique à plus grande échelle de ça? Dépendamment où est-ce que tu es, il y a des régions qui sont plus ouvertes que d'autres, il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres. T'en vas sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de problème là. Oui. Je sais pas, moi. Encore là, il faudrait définir le libertinage en fonction des mœurs et des valeurs. C'est plus une question justement de valeur puis ou d'action.
Exactement. Est-ce que c'est une idée d'esprit libre Oui. ou la liberté se transfère jusque dans les actions? Oui. On n'ira pas plus loin avec ça. Je pense que les gens ont compris Oui. où est-ce que tu te situes à ce moment-là. Fait que tout ça, moi c'est le libre choix. Oui. Ça, c'est super important pour moi. J'ai fait des études en droit. Oui. Puis ça, là, quand tu es capable de choisir par toi-même, il n'y a rien qui peut arrêter ça. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté, Ouais. exactement. Il y a des contraintes, il y a des risques. On Oui. prend tout ça en considération. Oui, mais à la fin de la absolument. journée, si c'est pleinement et consciemment, tu fais le choix de faire une action, ben, c'est parce que tu es prêt à prendre aussi les conséquences. Absolument. qui vont avec ça. Puis le libre choix, moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas le choix, je le crois pas. C'est parce qu'il n'a pas fouillé assez loin. Il est un petit peu lâche, peut-être. Oui. Mais non, mais si je fais ça, il va m'arriver ça. Ouais, mais il y a des conséquences, oui. Es-tu prêt à les assumer? Non? Bon, ben, tu l'avais le choix, là. Ouais. Tu as choisi. Choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Un choix. C'est un choix. Ouais. Qui peut être... on comprend que ça peut être contraint de plein de choses, mais ça reste un choix. Ça reste un choix quand même. Encore une fois, discussion très philosophique. J'adore ça. Une petite anecdote côté philosophie. Là. Mon premier cours de philosophie au cégep, j'ai 17 ans, moi. Je viens de rentrer. Je suis dans les initiations des résidences, parce que j'étais résidente. Puis on est habillés en habit de ski au mois d'août. Là. Puis on a notre costume de bain en dessous, parce que à l'heure du midi, ils vont nous arroser dans le parking. OK. C'est des initiations. Correct. Moi, je rentre dans le cours de philo. J'ai jamais fait ça de la philo, moi. Je rentre là. Le prof, sur le tableau, il a écrit « Tout est relatif et rien n'est absolu ». Je rentre dans la classe, moi, puis c'est ça qui est écrit sur le tableau. Tout le monde rentre. Bon, le prof, il se présente. Il présente le synopsis du cours. À un moment donné, il dit y en a-tu qui ont observé ce que j'ai écrit en arrière? Tout le monde dit oui, on l'a vu. Avez-vous des commentaires? Je me lève la main, moi. Il dit oui, il dit ton nom, je me présente. Il dit oui, c'est quoi ton commentaire? Ben, j'ai dit si tout est relatif et rien n'est absolu, ton statement, ta phrase est relative. Si c'est relatif, c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, est absolu, c'est pas vrai non plus. Fait en disant tout est relatif et rien n'est absolu, tu tires tires une chose de son contraire. T'es contradictoire. Et c'est bon. T'aurais pu entendre une mouche dans la classe. Mais techniquement, il a dû aimer la réflexion. Oui. Même si on est pour ou on est contre la réflexion, il y a une réflexion qui est posée. Oui. Puis c'est une réflexion qui a un sens. Donc, il doit être satisfait que tu fasses une démarche intellectuelle de cette façon. Il a dit, le seul commentaire qu'il a eu à dire, c'est on va avoir une bonne session. Ouais. Mais... Tu sais, les premiers cours, souvent, qui sont donnés au cégep, pour ceux qui ont connu, souvent, le professeur demandait pourquoi on appelle ça une chaise. Puis là, c'est juste une remise en question. Puis la minute que tu as une ouverture d'esprit à dire que c'est vrai, il y a quelqu'un qui a nommé ça une chaise. Et pourquoi il a nommé ça une chaise? Puis ça pourrait être nommé de plein d'autres façons. Un poteau, ça aurait pu être un couteau, ça aurait pu être une... Exactement. Exactement. Ouais. J'adore la philosophie aussi. Fait que, donc, Einstein n'avait pas raison. Sur la théorie de la relativité? Je pense que j'embarque pas là-dedans. C'est juste un statement que je fais. Là. Je veux juste avoir des commentaires. J'embarque pas là-dedans. Qui va dire quoi? Qui va marquer en commentaire. J'aime ça lancer des lignes. Des lignes à haut. Donc, au niveau des communications, parce qu'une fois que tu as quitté ce métier-là, tu es devenue technicienne. Commis admin. Commis admin. Oui. Donc, tu faisais de l'administration pour la branche de la logistique en communication, c'est ça? C'était au bataillon de service. OK. Quand j'ai changé de métier des communications, je me suis en allée comme commis au bataillon de service. OK. Et le bataillon de service avait... Est-ce que t'es-tu capable de nommer le bataillon de service, ça comprend quel métier? Au bataillon de service... Juste pour situer les gens. OK, ben dans la salle des rapports, là, la salle d'admin, si tu veux, là. Ça, c'est tous des commis admin. Puis dans ce temps-là, il y avait des commis finances aussi. Ouais. C'était 2 métiers séparés. Mais vous servez dans les services d'administration plusieurs métiers différents. Ah oui. Ces métiers-là, je vous laisse cibler. Il y a technicien d'approvisionnement. Oui. Tu as des chauffeurs. Oui. Tu as des mécaniciens. Puis nous autres, on avait des policiers militaires au bataillon de service. OK. On avait l'ambulance de campagne qui était avec nous. Puis on avait... Ce qui est essentiellement tous des métiers de support. Oui. Qui sont attachés à des opérations, mais qui doivent
être constitué comme une unité en part entière. Exact. OK, donc tu faisais l'administration de tous ces De gens-là. tout ce personnel-là, oui. À quel moment, où est-ce que tu t'es dit, moi, je veux prendre ma commission d'officier, puis je vais aller faire... En fait, c'est pas moi qui y a pensé, c'est le colonel dans le temps, c'est Gaston Côté. Donc, c'était vraiment une proposition qu'on t'a C'est fait. lui qui me l'a proposé. Moi, j'avais jamais pensé à ça. J'étais correct, moi, Te rappelles-tu comment ça t'avait été apporté? En fait, c'est pas vrai que... Oui puis non. Là. C'est le capitaine pour qui je travaillais, moi, il a pris sa retraite. Il prenait sa retraite. Ouais. Puis dans la planification de sa retraite, il voulait de la succession. Puis c'est là qu'il a suggéré au colonel. Il dit, pourquoi qu'on ne garde pas Hélène? Il dit, ça fait 3 ans qu'elle est ici comme sergent. Il dit, on va en engager un autre sergent là, qui vienne travailler avec elle. Puis il dit... On pousse sa candidature. Il a été en congé de maladie quasiment 4 mois à un moment donné, puis c'est moi qui ai fait la job des deux. Là. Ouais. Fait qu'il dit, ça serait juste naturel que ça soit elle. Fait que le colonel Gaston, il a dit, parfait, on va regarder ça, puis amène-moi ta recommandation selon les CFRO, blablabla. Tous les critères d'admissibilité ça, pour puis déposer il y a un ta formulaire à candidature. compléter, puis ton patron, ton superviseur, il faut qu'il le signe. Après ça, le médical, puis tu dois passer au Exactement, travers toutes ces affaires-là, puis quel cours, faut que j'aille... il a fallu que ça aille à l'entraînement aussi. Ça, c'est une chose. Ça, il y a des critères d'admissibilité. Des fois, il y a des prérequis au niveau scolaire. Oui. Dans ce cas-là, est-ce que tu rencontrais les prérequis scolaires? Oui. Mais ça t'amenait, une fois, à être sélectionné sur le programme d'officier, d'aller faire quand même tes phases d'officier. Oui. Donc, tu ne pouvais pas continuer d'occuper ton poste en étant officier. Même si on te remplaçait ta position par un nouveau sergent, il fallait quand même que tu aies fait tes classes. Je les ai faites l'été. OK. J'étais allé à Borden 3 étés de temps. Donc, le plan de M. Côté a fonctionné? Oui. OK. Tu termines ta formation, tu réintègres le poste comme officier. Oui. Et là, tu deviens officier du bataillon de service. C'est ça? C'est parce que je faisais les deux. J'étais réserviste, mais j'étais en service classe B qui appelle. Là, je ne voulais pas rentrer là-dedans. C'est correct. Mais j'étais réserviste à temps plein, là, puis c'est moi qui ai fait changer les directives et les politiques pour qu'on ait des contrats plus longs. Puis, parce que moi, à chaque année, c'était... au mois de mars, on ne savait jamais si notre contrat était renouvelé ou pas. Exactement. Puis, Regarde, j'ai jamais parlé de ça. Je pense qu'on va prendre 1 minute pour raconter ça aux gens. OK. Au niveau de la réserve, 3 types de contrats. Classe A, classe B, classe C. Oui. Tu veux-tu rapidement démystifier les contrats, puis leur durée, puis justement l'impact qu'il y avait sur les soldats, l'anxiété de voir si le contrat allait être renouvelé. Oui. Raconte-nous ça. OK. Classe A, c'est un réserviste qui va faire un maximum de 12 jours à peu près par mois. Souvent les mardis soirs et les fins de semaine. C'est rare qu'ils vont faire du classe A dans la semaine. On peut les appeler, mettons qu'on a un exercice qui s'en vient, puis on a besoin d'un mécanicien de plus pour réparer les véhicules. Mettons qu'il y a des véhicules qu'on a besoin en fin de semaine, on va le faire rentrer une journée. Ça, c'est un classe A. Classe B, c'est 13 jours et plus. Ça peut aller dans ce temps-là, ça pouvait aller jusqu'à 1 an. Classe A, les soldats réservistes pouvaient se substituer d'un exercice ou d'une opération. Est-ce que je me trompe? Ils pouvaient dire non. Oui, absolument. Hein? Mais tu vois, plus qu'on avance dans les contrats, moins que tu as de possibilité de te désister. Oui. Vas-y avec le contrat de classe absolument. B. Ouais. Classe B, moi, j'en ai eu plusieurs. Là, un an, j'ai fait 28 ans, en fait, en classe B? En contrat. OK. Ben, ils m'ont crédité 26 ans et quelques, là, que j'ai racheté pour la pension. Ouais. Ça, donc, tu as eu des contrats ABC, mais au total... Oui, puis les classés, je vais finir avec les classés, ça. Ceux-là, c'était, au début, moi, quand j'ai commencé, c'était quand tu remplaçais quelqu'un qui était un régulier pour plus que 6 mois. Ça pouvait être au Canada. J'ai été en classé, moi, pendant quasiment 1 an et demi, à peu près. Mais dans le même job, mais ça, c'est... Ouais. On joue avec les positions. Là. Mais... Le classe C, c'est ça. Maintenant, ça se fait plus. Quand tu remplaces un régulier, tu es en classe B maintenant, ils n'ont pas en classe C. La différence, c'est que la classe C, on va faire une équivalence avec ton service. Ça te donnerait combien d'années d'expérience, par exemple, dans la régulière, puis on va te payer au grade de la régulière. Fait que tu es payé
beaucoup plus cher, là, parce que c'est à peu près 85 À ce moment-là, là. je pense qu'aujourd'hui, Les salaires les échelles salariales ont été sont à 93 revues. maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Je les ai faites, ces études-là aussi. On a fait du progrès au Oui, niveau des oui, salaires de la oui, réserve. Puis même aujourd'hui, dans un contrat de classé, si je ne me trompe pas, tu as la possibilité de commencer à payer pour un fonds de pension. Oui. Hein? Oui, puis le classe B aussi depuis, Classe B 90, aussi? depuis 97, oui. Donc, Avant on prend 97, il n'y avait pas de pension pour les réservistes. Depuis 97, il y en a. Et c'est là où est-ce qu'on a vu l'armée offrir la possibilité de racheter ton temps de réserve. Donc, Oui. il faisait une évaluation Oui. sur le temps partiel Oui. ou des fois à temps complet Oui. pour en faire, exemple, un nombre d'années X et qui allait être... c'était possible de racheter ta pension. Oui. Donc, comment je pourrais dire? C'est un rachat de pension. En fait, pour le nombre d'années déboursé, oui. éligibles pour Oui. la pension. Oui. Donc, il y en a qui ont fait des prêts, il y en a qui ont Oui. payé. En fait, moi, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai fait ça, moi, j'ai transféré de la réserve à la régulière en 2010. J'ai racheté 26 ans et aussitôt que je suis dans la régulière, je continue à contribuer. Là. Fait que moi, quand je suis sortie, j'avais 33 ans là, Ouais. de service pensionné, Mhm. de temps pensionnable, mettons. Fait que ça valait la peine. Là. Ouais. Puis, quand je suis sortie de la réserve, j'ai eu un severance pay. Puis c'est une semaine... Est-ce que tu veux expliquer aux gens c'est quoi un severance pay? C'est une comment qu'on appelle ça? C'est une somme forfaitaire qui t'octroie, quand tu sors du service, si tu as plus que... C'était-tu 20 ans? C'est-tu 7 jours par année? Oui. C'était 7 jours par année qui À 30 payaient. ans, à 30 ans de service, 25 ans de service et plus, je suis pas sûre, là, c'est entre 25 et 30, c'est une semaine de salaire par année. Ouais. Puis de 10 à 25, c'est 4 jours. J'allais dire, c'est notre Rolex à nous autres quand on prend Ouais. notre retraite. Oui, parce que moi, j'en avais une montre, j'étais officier d'approvisionnement aussi, là, c'est Ouais. d'autres cours que j'ai fait. Mais ils ont mis fin à ce Puis programme-là. j'avais une montre de l'armée, moi, puis c'est la seule compagnie que, quand tu donnes 25 ans, c'est toi qui leur donne une montre. Ah oui? C'est pas eux autres qui t'en donnent. Parce qu'il faut que tu redonnes ta montre, Ouais. quand tu as signé au Absolument. quartier maître. Ouais. C'est des Timex dans le temps. Oui. Ouais. Fait que moi, quand je suis sortie, j'ai pas reçu de montre, je lui ai donné la mienne. Ouais. mais ils ont mis fin à ce programme-là de Severance Pay. Oui. Et ils ont dû payer tout le monde. Oui. Pour juste se débarrasser de ce programme-là qui était probablement très coûteux Oui. pour le Mais Trésor. j'ai pris cet argent-là, moi, pour racheter ma pension. Ah, c'était très Je l'ai bien. roulé dans un REER. Puis d'un REER à un autre fonds de pension, il n'y a pas de pénalité pour l'impôt. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, j'avais transféré justement pour ne pas que ce montant-là soit imposé dans l'immédiat. Éventuellement, je l'ai pris puis j'ai payé mes impôts. T'as Mais fait ce que t'avais à faire. on comprend Mais tu vois, moi, que c'était une possibilité. C'était un bon montant, là. Fait Ouais. que, tu sais, quand même, 26 ans, 28 en fait, là. Ouais. Une semaine. Oui, c'est des bons montants. C'est des bons petits montants. J'ai envie que tu me parles de synergologie. Parce que c'est quelque chose que je veux parler. Tu sais, ça fait quand même un moment que j'anime le Soundcheck Podcast Studio. Puis les gens disent des fois que ma posture peut donner une perception d'une chose ou d'un autre. OK. Et souvent, ce que je veux dire aux gens, je me positionne en studio puis je m'adapte en fonction de mes mots physiques. Oui. Donc, exemple, si j'ai les bras croisés puis je suis dans le fond de ma chaise, c'est juste que je veux changer le mal de place. Donc, je voulais l'apporter. Mais toi, c'est un cours que l'armée t'a donné, un cours de synergologie. Donc, l'étude du langage corporel. langage corporel. Oui, ça, c'est dans le cadre du cours de recruteur. Oui. Pour être recruteur au centre de recrutement, c'est un cours de 3 semaines à Cornwall. Puis là-dedans, il y a une partie, justement, synergologie, puis on fait des scénarios. Puis, Qu'est-ce qui est important dans ces connaissances-là pour le recrutement? Il voulait voir quoi? Il voulait chercher quoi? Bien, premièrement, si quelqu'un qui est en train de, excuse l'expression, mais qui est en train de te bullshiter, OK. ça se voit tout de suite, quelqu'un qui ment. Les bons, il y en a certains qui sont très manipulateurs, donc qui ont étudié justement la synergologie, puis qui savent ce que ça veut dire, fait qu'ils vont mais je trouve que c'est artificiel quand tu le vois, ça aussi tu le vois tout de suite. Donc, ça t'a servi Oui. comme recruteur, mais Ben ça t'a oui. servi aussi dans ta vie personnelle. Absolument, totalement, beaucoup plus dans ma vie civile. Oui.
Ah oui. Donne-moi un exemple une anecdote où est-ce que tu as pu t'utiliser tes compétences. Quelqu'un qui me dit que... ah oui, moi, je parlais de chevaux, par exemple. Ah, moi, ça m'intrigue, les chevaux. Mais il était assis comme ça, là, tu sais. Ah, moi, les chevaux, j'aime bien ça. Mais je suis pas sûre... il a peur des chevaux, là, c'est clair. Là, il est le même, puis c'est juste qu'il recule pas sur sa chaise. Il y a une réaction physiologique qui est observable. Là, je dis, t'es aimes comment? Ben, je n'ai vu beaucoup en film puis à la TV. J'ai dit, t'en as-tu déjà vu des vrais? Pas sûr. Okay. Mais il aime ça. Mais il aime ça. Mais c'est parce que moi, je tue, là. Ouais. J'en ai des chevaux, moi, puis... moi, avoir un partenaire qui a peur des chevaux, oublie ça. Oublie ça, là, parce que tu vas avoir peur de moi, tabarnouche. Ouais. Parce que moi, mes chevaux, ils ont peur de moi. Si toi, tu as peur de mes chevaux, tu vas avoir peur de moi, tabarnouche. C'est imposant, les chevaux. Pour vrai, je peux comprendre les gens qui ont une crainte envers ça. Oui. Puis, il est arrivé des accidents. Les gens, il y a certaines personnes qui sont marquées. Ça fait 2 fois que je me craque les côtes. À cause de tu t'es fait ruer? Non. Une fois, je me suis fait ruer. L'autre fois, je suis tombé en bas. Je montais sur... c'était en hiver, c'était au mois de mars, fin de l'hiver. Puis il y avait eu de la pluie verglaçante, puis ma jument est quand même assez haute. Puis j'avais un montoir, tu sais, ces 2 petites marches en bois. Oui. Ma jument est toute scellée, toute elle est bien belle, là. Elle est juste en avant du montoir. Super bien placée. Mais moi, je me suis mal placée, je me suis mis trop sur le coin du montoir. Fait que quand j'ai passé ma jambe gauche, ma jambe droite par-dessus pour embarquer sa selle, mon pied gauche a glissé. Puis j'ai tombé sur le dos, sur le coin de la marche. Paf, de même, dans les 2 marches. Je me suis craqué 2 côtes. Ouais. Ma jument n'a pas bougé. Hein. Elle me regardait, elle avait la face là. Et ça n'a pas changé ta perception envers le cheval? Pas tout. Non. C'est pas elle qui a réagi, là, c'est moi. C'est moi qui étais mal placé. Puis l'autre fois, c'est mon poulain. Mon premier poulain, parce que l'une des 2. Mais Victor, j'étais en train de le faire brouter de l'herbe. Puis on est en dessous d'un arbre à l'automne. Puis il est arrivé un coup de vent. Puis lui, il a fait le saut. Tu sais, ça a brassé dans les feuilles. Oui. Il a fait le saut. Puis lui, quand il fait un saut, quand ça le surprend, il fait comme un saut de crapaud. Les 2 pattes d'en avant, il lève. Puis les 2 pattes d'en arrière, il lève. Puis la patte gauche va faire un kick. Puis il y a beaucoup de chevaux qui font ça. Surtout des mâles. Là. Moi, je l'encourageais, là, des fois, je l'amenais dans le champ. Puis, ah ouais, fais-moi un show, Victor. Let's go. Puis, ça fonctionnait. Il partait, c'est qu'il faisait des ruades, il faisait toutes sortes d'affaires. Mais là, quand il m'a rué de même, la patte, il est partie. Puis moi, il m'a pogné ici. J'avais une veste avec mon téléphone. Il a craqué mon téléphone. C'est ça que... Qui a absorbé le choc. C'est son sabot, là. Parce que sinon, il me pétait à la clavicule, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai revolé, mais il y avait une clôture en arrière. Puis j'ai revolé les mêmes côtes sur le poteau de la clôture, sur le coin du 4x4, là. Drette là. Fait que moi, j'ai tombé. J'ai coupé. Le souffle m'a coupé. Le cheval n'a pas bougé, là. Il a fait « Ah, OK. » Il a continué à brouter, puis... Fait que c'est pas les chevaux, là. C'était à moi de pas me placer là. Ouais, encore une fois, on travaille avec des animaux. C'est des animaux qui sont très imposants. Réactifs. Il faut savoir qu'il y a un risque, encore une Absolument, fois. oui. Il y a toujours un risque à quelque chose comme ça. Oui. J'ai envie de t'interpeller sur autre chose. J'ai mentionné qu'une des choses que j'observe en faisant le Soundcheck Podcast, en m'impliquant auprès de la communauté avec le show du souvenir ou les vrais vétérans de l'humour, c'est que il y a beaucoup d'entre nous qui manquent de valorisation. Beaucoup qui ont dit « j'ai rien fait dans ma carrière pour aller m'asseoir sur ta chaise ». Exactement. Je suis jamais déployé overseas, j'ai jamais été en théâtre opérationnel, j'ai rien de hot à raconter. Mais quand tu regardes leur CV, et c'est le cas pour toi, pendant 20 ans, tu as déployé dans de multiples opérations domestiques. Oui. Domestique, c'est ici au Canada. Domestique au Canada. Et tu as accompli ton travail en garnison. Donc, il est possible des gens qui ont passé toute leur carrière en garnison, ils ont déployé sur des opérations à l'intérieur du Canada, mais qui n'ont jamais eu de reconnaissance qui est visible sur leur uniforme. Non. Parce que contrairement aux Américains, exemple, pour les cours qu'on accomplit ou pour des missions à l'intérieur du pays, ils vont avoir une reconnaissance. Ils vont avoir une médaille, ils vont avoir un ruban, ils vont avoir un insigne qui va envoyer le message lorsqu'ils portent l'uniforme, de mettre ça en valeur. Et je pense qu'au Canada, une des raisons pourquoi certains vétérans se sentent
dévalorisé, c'est parce qu'on n'a probablement pas assez mis l'emphase sur la récompense. Mhm. Il y en a beaucoup qui sont contents avec le système de récompense Oui. qui est dans l'armée, mais c'est souvent ceux qui en ont le plus. Et c'est peut-être une façon pour eux de se valoriser, de voir la différence entre, exemple, quelqu'un qui a fait toute une carrière au 22, qui a déployé toute sa vie, Oui. va avoir un beau rack de médailles, et c'est tout à son honneur, Oui. mais ça clash avec la personne qui a servi la marine Oui. pendant 30 ans, Oui. qui a eu Qui a aucun été déployé 8 mois par année. qui a été déployé en mer. plus souvent qu'à son tour, sans aucune reconnaissance. Est-ce que tu penses que les Forces armées canadiennes devraient revoir le système de récompense? Mais en même temps, tu m'as dit, les Américains, sur leur uniforme, des fois, Je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop. C'est comme si ça dévalorisait quand t'en as trop. Tu sais, parce que c'est toujours en ordre de priorité, puis les plus importants. Mais tu ne penses pas que c'est une perception à notre niveau, que le civil n'a jamais eu cette perception-là que les Américains ont beaucoup trop de médailles sur... Tu sais, il me semble que tu n'attendrais pas ça d'un civil. Il y a trop de médailles sur son peut-être. uniforme. Je pense que c'est une vision qu'on a, nous autres, de Peut-être, l'interne, ça se peut. avec justement notre Parce que connaissance nous, on de n'a notre pas, système de récompense. Parce que nous, on n'en a pas. Mhm. Puis quand on en a une, ben, elle est très, 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 très importante. Tu sais. Oui. J'aimerais ça qu'ils considèrent ça, un nouveau système de récompense pour quelqu'un qui a fait... on peut les nommer. Qu'est-ce que tu as fait en 20 ans comme opération domestique? T'en as fait La plusieurs. première, ça a été les inondations au Saguenay en 96. Exactement. Vous avez été déployé pour supporter la population locale. Ouais. Poche de sable, aide alimentaire, reconstruction. Exact. C'est allé jusque-là. Oui, oui. Après ça, 98, le verglas. le verglas, les gens du Québec. Où est-ce que moi-même, j'étais dans la zone sinistrée. Il n'y avait pas d'électricité chez nous. Ma fille avait 8 mois, mon fils en avait peut-être 2 ans. J'ai pas eu d'électricité pendant au-dessus d'un mois. Tu étais toi-même dans la zone. Oui. Et comme militaire, tu devais... J'ai travaillé 12 délaisser à 14 ton heures par foyer. jour. Oui. J'ai été 25 jours en ligne. Je me trompe-tu ou l'opinion publique à ce moment-là était vraiment favorable pour les forces? De nous voir descendre dans les rues puis d'aider à tasser. Moi, j'ai réussi à faire déployer, parce que j'étais avec le bataillon de service aussi dans ce temps-là, j'ai réussi à faire déployer une cuisine au garage municipal de ma ville. Mhm. Je suis allé parler avec la mairesse, puis j'ai demandé, avez-vous quelqu'un de l'armée ici qui vient vous voir pour coordonner, faire de la liaison pour voir c'est quoi vos besoins? Oui. Puis il n'y avait personne. Il y avait des secteurs, puis je le sais qu'il y a eu des grosses initiatives citoyennes. Il y a des gens où il y a des secteurs où c'était très bien organisé, mais c'était vraiment des initiatives citoyennes en collaboration avec la municipalité, bien entendu, mais il y a d'autres places où c'était plus démuni. C'est là où est-ce que l'armée... Par exemple, dans cette année-là, en 98, il n'y avait pas de plan d'urgence. Pas du tout, hein? Non. Zéro. Puis je pense que... Puis à cause de mes visites que j'allais voir, parce que j'allais me chercher du bois, moi, le garage en face... on a reçu du bois de partout au Québec qui venaient livrer du bois, puis c'était des gars du RCR qui distribuaient le bois quand tu arrivais avec ton... C'était pas pour chauffer nécessairement les maisons, mais c'était pour faire surtout parce qu'il n'y avait pas d'électricité, là. Mais c'était pas tous les maisons qui possédaient des foyers. Non, mais quand même... C'était significatif? Oh oui, ça OK. oui, ben, au début, c'était peut-être un petit peu plus difficile parce que le bois était mouillé, là. Fait que... Tu peux pas mettre ça direct dans le foyer. Là. Puis de le sécher quand tu n'as pas d'électricité, c'est plus difficile. Je vais te dire comme ça. C'est au mois de janvier en plus, fait que tu peux pas le laisser dehors. Il est dans la neige puis dans la glace. Absolument. Fait que, mais je les ai dit aux gars, puis ils en ont reparlé, là, puis une semaine plus tard, le bois qu'on a reçu était meilleur, là, il était plus sec. Là. Du verglas, l'autre mission. 98, après ça, j'ai fait... C'était-tu? 2000, le bug l'an 2000, là, Abacus. Hop, Abacus. Oui. Veux-tu nous remettre les gens en perspective? Qu'est-ce que c'était au niveau de l'armée, cette C'était opération-là? le passage à l'an 2000 où l'informatique était supposée planter partout sur la planète. Puis que nous, on avait un centre de veille d'ouvert à Longue-Pointe. Éventuellement, pour voir substituer un commandement et contrôle du gouvernement à tous les niveaux? Oui. OK. Si jamais, mettons, à minuit, là, tout crache, là, nous autres, on était sur une grosse génératrice. Dans la bâtisse qui avait été faite pour ça. C'était une Nissan, là. Fait que c'était un train, là. C'est un 6 containers, la génératrice là-bas. Ça roule.
Mais moi, quand je les ai... Ah, inquiétez-vous pas, on a une génératrice. C'est ce que j'ai demandé, moi, au gars. C'est quand la dernière fois que tu as checké le niveau d'huile puis le niveau de gaz dedans? Oui. Parce que ça, c'est... Ah, on est bon pour 48 heures avec la génératrice. Y a-tu du gaz dedans? Oui. Je sais pas. Elle se posait partir tout seul. Tu veux-tu attendre qu'elle parte tout seul? Fait que même si l'armée était très opérationnelle, on voyait encore des lacunes au niveau de la gestion dans des situations de crise. L'équipement, puis... non. Fait qu'on n'était pas différent de la population locale Pas qui en n'avait tout. pas de plan de contingence. Moi, j'ai écouté Céline Dion à TV parce qu'elle faisait son show, c'était au Forum dans ce temps-là. Quand elle a fait sa fameuse... son fameux témoignage de Take a Kayak, là, est-ce que c'était ça? Non, je pense pas. OK. C'est-tu Je là? me trompe Ben, c'était avec le un autre 31 événement. décembre 1999. Moi, j'étais dans le centre des opérations à minuit, là, avec du ginger ale. Mon souvenir est pas assez bon pour... 98, ouais. OK. 99, 2000. Puis l'autre après, ça a été... Non, c'était un autre événement, excuse-moi. Je confonds deux événements. C'était des inondations. Oui, c'était pas la même affaire. Non, pas du tout. Non. Je m'excuse, Céline. Puis l'autre, la dernière que j'ai faite, c'était en 2009. J'étais sur l'équipe de reconnaissance pour les Olympiques à Vancouver. Fait que je suis parti, moi, avec un contingent de Québécois de l'état-major. On était 6. Puis on a monté là-bas pour faire des reconnaissances parce que nous, on fournissait... Au Québec, ici, on fournissait la réserve opérationnelle qui était l'équivalent d'à peu près une compagnie. Compagnie, c'est quoi? Une centaine de personnes, à peu près? 150. 150. Ouais, 150, 100. Fait que nous autres, on allait là pour faire la reconnaissance, pour voir où est-ce qu'on allait les parquer, parce qu'on venait d'acheter des skidoo avec des trailers puis des pick-up. Puis on allait là, nous autres, pour trouver des spots. Là. Puis moi, j'étais là comme G4, si tu veux. Oui. G1, G4, le personnel. Toutes les affaires côté, qu'est-ce qu'ils ont besoin quand tu veux monter justement un camp là, avec 150 personnes, il y a besoin de quoi. Ouais. Fait que moi, j'étais là pour ça. Puis, c'est ça. Puis c'était en 2009, on était dans le temps de Vancouver quand ils ont allumé la Switch 1 an d'avance. Que le compteur a commencé à compter. Ouais. On était 1 an d'avance. Je me souviens parce que cette année-là, 2009, je m'en vais pour la première fois aux Jeux mondiaux policiers-pompiers. Mm-hmm. C'est un événement test aussi pour la sécurité publique, pour les opérations. C'est vraiment cool. Et je vais prendre le temps de le dire. J'ai été le premier policier militaire à représenter les Forces armées canadiennes aux Jeux mondiaux policiers-pompiers. 2009, Vancouver. Avec collaboration avec la police de la Ville de Québec, avec qui je jouais au basketball, parce que ça, c'était ma discipline. Mm-hmm. Roger Ferland était le représentant de notre équipe. Okay. Avec moi, on a monté un document de 24 pages qui prouvait que nos policiers militaires au Canada avaient le même statut que les policiers civils. Okay. Parce que dans tous les autres armées du monde, exactement. Donc, au niveau du code criminel, on avait les mêmes droits et responsabilités. Donc, ce qui amenait à invalider tous les autres policiers militaires de tous les autres pays. C'est pour ça qu'il n'y avait jamais eu de policiers militaires d'autres nations qui avaient participé aux Jeux mondiaux policiers-pompiers à cause du statut. Okay. Nous, au Canada, on avait un statut qui était le même statut que la GRC. C'était pratiquement, à toute fin pratique, la même formation aussi de policiers enquêteurs. Donc, moi, j'arrive là dans le stade avec le drapeau de la police militaire. C'est encore aujourd'hui une très grande fierté. Puis j'ai ouvert la porte à d'autres hommes et de femmes qui participent à ces Jeux-là. Mais c'était en préparation aux Olympiques de 2010. Aux Olympiques de 2010, entre autres. Il y a eu d'autres événements, mais on se prépare de cette façon-là. Même chose pour, à un moment donné, j'atterris à Rio de Janeiro pour, dans le cadre des Olympiques militaires, 2011. OK. Mais Rio recevait les Olympiques plus tard. S'il ne recevait pas les Olympiques, je pense que c'est un championnat du monde de soccer, je me souviens pas, mais un gros événement international comme celui-là. Donc, souvent, ces événements-là vont servir à comment je pourrais dire ça, entraîner les bénévoles, travailler la sécurité publique autour des événements, puis donner la chance de donner le plus un meilleur résultat possible à l'événement de plus grande envergure. Un bon rayonnement. Je fais une grande parenthèse, tout ça pour dire que est-ce que tu as été déployé dans une autre opération domestique autre que ceux-là? Non. Je me souviens du Sommet des Amériques. Je me souviens d'un paquet d'autres missions. 400 ans de Québec. Exactement.
Où est-ce que des hommes Les et des Olympiques femmes... en 76, à Montréal. 88 à Calgary. Tous ceux qui ont fait les Olympiques au Canada, hein, ils n'ont rien eu. Il n'y a pas de reconnaissance physique. Non. Il n'y a pas de reconnaissance qui est visible sur un uniforme. C'est toutes des choses qui sont dans le dossier, le dossier du soldat, qui est pris en considération pour ses promotions, pour le développement de sa carrière militaire, mais ça reste que aujourd'hui, on a une difficulté avec plusieurs d'entre nous ne se reconnaissent pas vétérans. En fonction de... Ils ne sont pas capables de démontrer qu'ils ont fait quelque chose qui est digne de mention. Je pense juste que le fait de signer en bas de la feuille. le serment d'allégeance devrait être déjà là, parce qu'on parlait de la décoration des Forces armées canadiennes. Après 11 ans, 12 ans des Forces armées canadiennes, tu es éligible. Oui. Encore là, ça prend un service honorable Oui. d'avoir cette médaille-là. Qui est une médaille qui est octroyée juste parce que tu as eu des bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes. Mais ils attendent quand même 12 ans avant de remettre cette décoration-là. Je ne sais pas pourquoi c'est arrêté sur 12. Probablement à cause des contrats à l'époque, peut-être. Puis c'est une hypothèse. Là. S'il y en a qui ont J'ai aucune idée d'où ça la réponse exacte. Parce que les barrettes subséquentes, c'est 10. C'est 10 ans. S'il avait commencé... Tu commences à 12, mets-la à 12 toutes les autres. Ou mets-la à 10. Ou mets-la à 10. Ou mets-la à 10. À 10. Mais je crois que c'est quand même beaucoup d'années dans les Forces armées canadiennes avant d'avoir une première reconnaissance si tu n'as pas de déploiement. On a eu beaucoup de difficultés à pousser nos membres vers des médailles comme les médailles de l'ambulance Saint-Jean. Beaucoup d'entre nous étaient surqualifiés au niveau des compétences médicales qui auraient mérité dans une opération ou en une autre de recevoir cette décoration-là. On se battait pour avoir des médailles de jubilé de la reine parce que c'était donné au mérite. Puis on avait juste une quantité qui avait été frappée pour les forces. Puis souvent, c'était plus qui tu connaissais que ça allait au mérite. Même affaire avec celle du roi. Là. Exactement. Donc, on a eu la jubilé de la reine, je pense, pour ses 50 ans, pour ses 60 ans. Puis après ça, là, c'est la médaille du roi Charles. Puis je pense que la médaille de la Confédération du 125e aussi est une décoration qui a été octroyée aux troupes. Oui, t'as raison. C'est une super belle médaille. Ça n'a pas été octroyé à beaucoup de gens. Donc, tu voyais une différence sur les uniformes en fonction de où tu as servi, avec qui tu as servi, qui t'a connu. Qui a une belle plume. Exactement, parce que toutes ces décorations-là, c'est une nomination en fonction de ton état de service. Puis, il n'y a pas personne qui est en compétition l'un vers l'autre. Tu rencontres les critères, on te l'octroie, mais on aurait pu l'octroyer à l'ensemble des gens. Il y avait des quantités limitées en plus. J'aimerais ça voir l'armée revoir le système de décoration et de reconnaissance. T'en parleras de Jenny, mais qu'elle vienne. Ce serait très intéressant. Très intéressant. Je sais qu'il faut que ça se fasse tranquillement, les changements s'opèrent tranquillement, mais on voit, puis c'est ce que je veux envoyer comme message aux vétérans, c'est que vous avez fait votre serment d'allégeance, vous avez fait vos recrues, vous avez réussi, vous êtes des soldats à part entière, vous êtes des vétérans aujourd'hui. Donc, arrêtez toujours de voir que il y a une différence entre des gens qui ont fait des missions auxquelles on a attaché des décorations, puis il y en a qui ont fait des missions auxquelles on n'a jamais attaché de la reconnaissance. Vous êtes des vétérans par entière. Il y a des tâches, des fois, qu'on fait auxquelles requièrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de concentration. Une des tâches que j'ai faites comme ça, moi, qui m'a complètement bouleversée, puis je veux en parler parce que c'était justement en 2009, qui a été une année extrêmement meurtrière pour le 3e bataillon en Afghanistan. Et moi, j'ai fait le cours d'officier désigné. Pour annoncer le décès aux familles. Oui, puis les accompagner. Les blessures aussi. Oui, les blessures aussi. Mais aussi les accompagner pour la succession, les funérailles, le rapatriement. Dans le cas d'un décès. Oui, dans le cas d'un décès. J'ai fait le cours au mois de mai, puis on m'a appelé au mois de juillet. Pour faire le travail. Oui. J'ai été assigné avec, je vais le dire son nom, là, c'était le caporal Martin Joinnet, qui est décédé dans en même temps, c'est une célébration de son service. Oui, quand on mentionne quelqu'un sur le podcast, c'est en reconnaissance, pas en dépit. Martin est un des deux. L'autre, c'est Pat, je me souviens plus de son deuxième nom, Odette, me semble. En tout cas, je vais revérifier. Là, tout respect, tout le monde comprend. Avec tout respect, là, c'est eux qui ont eu un écrasement d'hélicoptère là,
C'était à Kaboul. OK. Ils ont levé 2 hélicoptères, puis il y en a une qui a pogné du sable dans ses turbines. Puis il y a des séparateurs en béton, là, c'est à peu près haut de même, Oui. puis ça fait une forme comme ça. La patte de l'hélicoptère a accroché la chose, puis L'hélicoptère. il est tombé sur le côté. Merci. Martin était gunner, il était... Door gunner. Il était door Ouais, gunner. mitrailleur. Mitrailleur dans la porte. Oui. Puis ça a tombé de même, fait qu'il a brûlé. Là. Et les portes sont pas fermées. Non, mais non. Puis lui, il est attaché, il est strappé en arrière de la pointe 50, là, il peut pas sortir de là. Est-ce qu'on t'explique les causes du décès avant d'annoncer à la famille? Est-ce que tu as tout... Non. Non, tu n'as pas eu tous les morceaux Non. du puzzle, hein? Non. En fait, tous les morceaux du puzzle, là, on l'a eu quasiment un an plus tard, quand l'enquête a été toute finie. Mm-hmm. Où est-ce qu'on est allé au 438 à Saint-Hubert? Moi j'étais assigné à sa mère, à Martin. Puis ça a été tout un... Parce que la famille pose des questions hein, sur la nature de l'incident. Ben oui. Est-ce que tu es autorisé à donner cette information-là? Celle que j'ai, oui. OK. Mais je n'avais pas. On n'avait pas. Là. Moi, je suis arrivé là... Fait que tu savais même pas que c'était une cause d'un accident d'hélicoptère? Non. OK. Penses-tu que c'est volontaire que tu n'es pas informé de ça? Ou peut-être qu'ils me l'ont dit, puis... Tu l'as bloqué? Je l'ai bloqué, Ouais, ou... absolument. Je suis pas sûre, là, mais... Les détails, la journée même, là, on m'appelle, puis OK, demain matin, tu t'en vas au quartier général, puis tu viens ramasser la petite mallette avec le téléphone, puis l'enregistreuse, là, la boîte vocale. Pourquoi une boîte vocale? Parce que c'est nous qui contrôlait tous les appels qui rentraient. À partir du moment où moi j'arrive, tu touches plus à tes téléphones. Il n'y a plus personne qui touche à son téléphone. C'était-tu obligé? Est-ce qu'il était obligé de... OK. Donc, l'armée les prenait en charge. Oui. Je me suis quasiment battu avec un journaliste de TVA qui est arrivé 2 heures après. Uh-huh. Tu sais ça comment, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, on n'est pas prêt. Décoller. Excusez l'expression. Fait que, il y a de l'information qui avait avait coulé. C'était coulé. ma job à moi là, de contrôler qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui sort. Là. Parce que, en tout cas, il s'est passé plein d'affaires, puis c'était pas évident. Là. Mais, tu sais, moi, j'étais allé à Trenton à chercher la dépouille. J'ai amené toute la famille avec moi. Là. On était une dizaine à peu près. Fait que, non, ça a été quelque chose. Le ça. transport, c'est l'armée qui prend le transport. On prend la famille, on offre le transport. Oui. Ça va à la base de Trenton, puis c'est là qu'il y a une cérémonie non Oui, officielle. l'avion, on est parti de Dorval, nous autres, de Montréal. Puis on est arrivé à Toronto. On avait des hôtels déjà de bookés, puis il y avait des chauffeurs qui nous attendaient. Là, c'était tout organisé déjà. OK. Puis moi, c'est moi qui donnais la liste des gens qui devaient avoir des billets d'avion, puis ainsi de suite. Puis, c'est une autre anecdote aussi, c'est que l'adjudant qui était commis, qui s'occupait de ça, j'avais travaillé beaucoup avec elle, fait qu'on se connaissait très, très, très bien. Fait que la communication, ça allait super bien. Hey, un tel, là, il va peut-être partir un peu plus tard, ou il est pas capable de se libérer, fait que faudrait qu'il parte demain au lieu de partir aujourd'hui. Tu me changer le billet d'avion, tu sais. Ouais. Oh oui, je t'organise ça, Hélène, pas de trouble. Tu sais, quand tu commandes les gens, quand tu connais les gens, tu sais à qui t'adresser, ça va super bien. Ça, c'est mon téléphone. Ouais. On va le couper. Vas-y. Tu le fermes? Ouais, éteins-le. On va le couper au montage. Si les gens encore sur TikTok, c'est un bug technique. Fait qu'on va juste éteindre le téléphone, on va reprendre l'entrevue. Et quand ça va être, Désolé, diffusé, t'aurais dû le fermer avant. vous aurez non, pas- il y a c'est pas. c'est correct. Donc, Oui, 2009, fait que j'ai fait ça. dans ce travail-là, c'est quoi les plus grands défis? Qu'est-ce que tu avais? Comme... Hey boy, pas le prendre personnel. Donc, pas tomber trop dans l'empathie. Ouais. Parce que, tu sais, c'est plusieurs étapes à ça. Oui. Et à chaque étape, c'est difficile Oui. et c'est prenant Puis, émotionnellement. à un moment donné, la maman et la conjointe ne s'entendaient pas sur des affaires. On les a mis les deux dans une pièce à part à l'hôtel, là, Ouais. parce que le testament, c'était la lecture du testament, puis il y avait des choses à décider, là, puis ils ne s'entendaient pas, fait que, regarde, allez-y. Là. Puis il y avait le padré qui était avec moi aussi. Oui.
Puis à un moment donné, le padré, il a commencé à s'impliquer beaucoup. Ben là, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, papa. J'ai dit, oh, on a un testament ici, là. C'est la volonté du défunt qu'on va suivre. Mhm. Il n'y a pas d'autre alternative, là. On s'entend là-dessus, là. Le padré, est-ce qu'il y avait une volonté d'imposer un rituel religieux? Peut-être. OK. Ben, c'est elle Padré qui- Noël est venu ici. tu sais, il disait, ben, toi, tu devrais faire ça. Toi, tu es en train de les tasquer, là, Ouais. pour je sais pas, moi, choisir la maison funéraire, par exemple. Est-ce que vous voulez l'incinérer ou il reste. Tu sais, la mère, elle voulait l'incinérer, puis la conjointe, elle voulait pas. Mhm. Elle dit, assez brûlé de même, là. Ouais. Regarde, on garde le cercueil fermé. Parfait. Même encore là, en l'entendant, je pense que tout le monde voit qu'il y a un dilemme. Oui. Tu sais, que tout le monde prendrait le temps de réfléchir avant de répondre, là, tu sais, parce ça. que il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de hyper mauvaise réponse. émotionnel, ça, là, fait que, C'est en fonction des valeurs, des mœurs, des croyances, de la surtout spiritualité. ce que lui a demandé, ce qu'il a fait sur son testament. Ouais. Moi j'étais stické là-dessus, c'est solide. Là. Oui, parce que c'est ses dernières volontés. Oui. Puis ça, il n'y a aucune façon qu'on ne respecterait pas ça en ma présence. Donc, À un moment donné, j'ai été obligé de dire au padré, regarde, si c'est le même que vous relevez ça, là, moi je lève les feuilles. Là. J'ai plus besoin d'être ici. Là. mhm. J'ai dit, on me demande d'être arbitre, puis de s'assurer que ça se fait dans la cordialité, puis les petites madames, ils se mettent c'est juste s'ils se criaient pas une sur l'autre, puis ça allait pas bien. Mhm. Moi, je suis rentré, j'ai dit, regarde, on va prendre un petit break, là. Allez, je vais chercher une bouteille d'eau. Mais tout le monde comprend, au travers d'une tragédie comme celle-là, les émotions font en sorte que on peut facilement tomber sur les nerfs de l'un et de l'autre. Puis même si j'élargis ça à la famille, je suis convaincu que dans les familles, il y a des gens qui veulent imposer une volonté aussi, puis ça crée des conflits, des attentes, des besoins non comblés. On peut comprendre, c'est pas évident. Puis, c'est pas une situation qui est le fun, là. Hélène, je vais juste prendre une seconde pour offrir mes sympathies à la famille de nos 2 soldats qui ont perdu la vie, qu'on a discuté dans le podcast. Je le fais à chaque fois, c'est important. On vous oublie pas. 2009. On vous oublie pas. Non. Et la mémoire Oui, merci. de ces gens-là vont toujours être... on va toujours se souvenir. Hein? C'est pas pour rien que je me souviens existe. Lest we forget. Exactement. Hélène, on approche de la fin de l'entrevue. Tu as aussi dans ta carrière, tu as quitté les Forces armées canadiennes en 2016, si je ne me trompe pas. Tu es allé travailler pour le bureau du juge-avocat de la Défense. Est-ce que c'est du procureur de la Défense nationale? De la région. Vas-y, dis-moi c'était quoi le poste? Moi, j'étais adjointe administrative au procureur militaire de la région de Québec. OK. Le Donc, procureur, c'est eux autres qui poursuivent. donc c'est la poursuite à l'intérieur de l'armée sur des procès par voie sommaire puis de la cour martiale? Est-ce que c'est les deux? Oui. OK. Nous, on faisait principalement des cours martiales. Est-ce que tu veux qu'on parle de ce travail-là? C'est quelque chose que tu as choisi? Non, pas tant. Quand tu as quitté l'armée, on t'a offert ce poste-là? Non. Quand j'ai quitté l'armée, on m'a offert un programme de réhabilitation. Oui. Moi, je suis retournée aux études parce que j'avais pas fini mon bac. OK. Puis moi, c'était un de mes objectifs dans ma vie d'avoir un bac. Je veux juste le dire aux gens, quand on commissionne, ça arrive, si tu n'as pas déjà un baccalauréat, c'est qu'ils te donnent, je pense, c'est 10 ans dans ta carrière pour compléter ce baccalauréat-là. Ça fait partie de tes responsabilités de commission. Puis je ne l'ai jamais fait OK. dans le service. J'ai gardé mes grades pareil. Oui, parce que des circonstances qui font en sorte que tu as une famille, que les études vont passer en deuxième parce que les opérations sont prioritaires. Ouais. Puis on comprend que c'est pas par manque de volonté ou manque de potentiel, mais davantage par circonstances. Oui, tout à fait. Fait moi, que quand tu je suis sortie, je suis retournée aux études. Ouais. Ça m'a pris 5 ans. J'étais supposée prendre 2 ans. Ça m'en a pris 5 parce que j'ai vécu ma transition. Ça a été des montagnes russes. Oui. Puis j'ai eu mal au cœur souvent. Tu es sortie médicale. Oui. À ce moment-là, tu étais diagnostiquée ou pas? Oui. Oui. Stress post-traumatique, anxiété, dépression. Et j'ai des douleurs physiques. J'ai une hernie discale au niveau de
de la L5S1 qui est dans le bassin. Tout ça est relié à ton service. Oui. Et reconnu aujourd'hui par les anciens combattants. Oui. Mais lorsque la transition se fait, il y a une volonté de la part de l'organisation de te placer sur le marché du travail, puis tu as un travail à faire aussi de rétablissement. En plus. Fait que moi, j'étudiais à distance. Oui. C'était tout... puis moi, dans ma tête, j'avais déjà un certificat en ressources humaines que j'avais fait des années 90, justement, comme je parlais tantôt. Fait que je me dis, bon, regarde, je vais faire 2 autres certificats, puis ça va me faire un baccalauréat par cumul de 3 certificats. Fait que je m'inscris pour un certificat en relations de travail à la TELUC et un certificat en droit à l'Université Laval. Les 2 sont en ligne, que je fais de chez nous. Oui. J'avais 4 cours par session. C'est à temps plein. C'est une job à temps plein. Oui. J'ai fait... Puis ça m'a pris... Ça aurait dû me prendre 2 ans, mais ça m'a pris 5 ans à le finir. J'ai vécu plein d'affaires. J'ai eu un conjoint à ce moment. Je me suis divorcé en 2015, moi, après 30 ans, avec le père de mes enfants. Puis, c'est ça, à partir de 2015, c'est passé plein d'affaires dans ma tête. Je le savais déjà que je sortais de l'armée à ce moment-là. Il t'avise à peu près un an et demi avant, là, pour justement que tu prépares des affaires. Fait que je le savais, moi, que je sortais... Mon père est décédé cette année-là. J'ai eu 50 ans cette année-là. Je me suis séparé cette année-là. J'ai reçu une lettre des pensions des Forces canadiennes, comme quoi que mon entente de rachat que j'avais faite en 2010, qu'on parlait tantôt, le montant qui m'enlevait de mes payes pour acheter ça, c'était pas assez. Il en manquait. Il en manquait. Et c'était 400 $ de plus par mois. Pour combien d'années encore? Ben, pour le restant. OK. Et tu nous dois 4 ans d'arriérage. Oh. Ça, tu t'attendais pas à ça? Non. J'ai reçu... Puis ça m'est arrivé dans les 3 premiers mois de l'année. 2014, pour moi, ça a été une grosse année. Mm-hmm. Ça a été... Parce que tu n'as pas choisi de sortir. Non. On t'a montré la porte. Oui. Donc, tu es débalancé de tous les points de vue. Mon âge de retraite de 60 ans était signé. Mm-hmm. Parce que moi, je suis rentré en 82. J'ai eu 60 ans l'an passé, en 2024. Puis mon but, moi, c'était d'avoir une 3e barrette. Je l'aurais eu, mon 42 ans. Mm-hmm. On parlait de décoration tantôt. Voilà. Mais ça, c'est pas possible. Mm. Fait que moi, je suis sorti avec, on dit en anglais, chip on my shoulder, par la porte d'en arrière. Réconciliation de tout ça, toutes mes pertes de 2014, que je suis obligé de rembourser. Tu sais, moi, j'étais en restriction imposée à Bagotville, fait que j'avais un montant, je recevais la prime de séparation parce que ma famille est à Montréal. Puis, en plus, j'avais des quartiers. Là, tu te sépares. Tu ne reçois plus la prime, puis il faut que tu payes ton appartement. Fait que moi, c'est 1000 $ par mois là, qui viennent disparaître. Là. Pouf, de même. En 2014. Puis en plus, il faut que je paye, il faut que je rembourse. J'ai des problèmes financiers. Mm-hmm. J'ai des gros problèmes. Je m'en suis sorti. J'ai réussi. Mais tu avais aussi des problèmes de santé. Oui. Mais malgré tout ça, tu voulais te diriger vers le marché du travail. Oui. Fait que l'invalidité, pour toi, n'était pas envisageable à ce moment-là. Non. Tu voyais pas les difficultés qui étaient suffisantes pour t'amener dans une invalidité. Non. Puis même... dernièrement, je veux dire, j'ai mon médecin de famille, puis j'ai été chanceuse pour ça. Je l'ai eu quasiment 2 mois après que je sois sortie. Mm-hmm. Aussitôt que j'étais sortie, j'ai fait ma demande, puis je l'ai eu tout de suite dans ma région. Il n'y a pas grand monde. Moi, je viens de Port-Neuf, pas loin de Québec. Oui. Puis, on en masse des médecins, c'est pas un problème. Puis... tu veux surplacer le micro? Elle m'a jamais... ma médecin, elle m'a jamais demandé... J'ai jamais senti que je serais pas capable de travailler. Il y a certaines choses que je suis pas capable de faire. J'ai des restrictions, oui. Des limitations. Des limitations, puis ça, je les respecte. Mais plus que... demande-moi pas de rester chez nous, je suis pas capable. Ouais. Moi, c'est quand je bouge pas que ça fait mal. Dans mon dos, là. Comme là, ça commence. Là. Est-ce que tu penses que il y a certains employeurs de vétérans qui sont... réfractaires? Je vais dire moins compréhensif
aux limitations de certains vétérans. Oui. Je suis convaincu. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire de ce niveau-là. Déstigmatiser tout ça, là. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont fonctionnels, là. Il y en a des employeurs de choix pour les vétérans. Puis là, c'est sûr, je vais nommer un emploi qui n'est pas... c'est pas un emploi de spécialiste, mais les fromageries Victoria embauchent beaucoup de vétérans. Oui. Et ils sont très, très, très compréhensifs, très impliqués au niveau du rétablissement au travers... Tu sais, on parlait de conciliation travail-famille. Oui. Bien là, c'est une conciliation travail-blessure. Oui. Exemple, cette industrie-là, que ces commerces-là, parce qu'il y en a plusieurs, Fromagerie Victoria, offrent partout au travers de la province. C'est bon d'en parler parce qu'il y a plusieurs... Oui. Le gros problème que je trouve, moi, dans la communauté des vétérans, c'est le manque de communication. On se parle pas. Oui. Je ne sais pas si c'est dans la communauté, tout le monde a intérêt à vouloir communiquer. Je pense qu'il y en a qui... Dans le respect, là, je veux dire, j'offre un café à quelqu'un, je pense pas que c'est ça tout me le tente monde pas. qui a la volonté d'une collectivité. Ah, OK. Ils sont bien dans les petits coins. Qui sont bien à faire leurs petites affaires, puis c'est pour eux autres. Ça fonctionne bien comme... Puis c'est correct qu'on respecte ça aussi. Oui, absolument. Il faut respecter... Mais il y en a qui ont des ambitions d'avoir une collectivité qui est beaucoup plus en harmonie, je veux dire. Moi, je suis rendu ailleurs. Je suis rendu qu'il faut que je redonne. Là. Donc, c'est comme ça qu'on va terminer l'entrevue. J'aimerais ça que tu me parles, parce que tu as un projet. Tu travailles avec des chevaux depuis que tu es très jeune. Oui. Tu dis l'animal. Ce que tu m'as dit, si je trouvais ça très drôle, tu ne peux pas mentir à un animal. Tu ne peux pas mentir à un cheval. Non. Et tu te sers aujourd'hui des chevaux dans ton propre établissement, puis tu as envie d'offrir ça à la communauté. Oui. C'est quoi ton rêve? Bien, mon rêve, en fait, c'est d'avoir un centre d'équithérapie qui va bien présentement parce que... là, tu as déjà une entreprise. Là j'ai une entreprise, oui, avec deux collègues. C'est un couple. Oui. Puis eux, ils habitent sur place. On a acheté une ferme en novembre 2023. Ça fait 1 an. Oui. Puis on a ça avec... nous, on a des chevaux. Moi, ce couple-là, je les ai connus quand je suis arrivée avec ma jument, mon premier cheval. Puis c'est eux autres qui s'en occupent depuis 4 ans, là. Puis depuis ce temps-là, ben, ma jument en a eu 2 autres. Puis eux autres, ils en ont aussi 4. Fait qu'on a des pensions. Donc la pension grossit. Oui. À nous, personnellement, présentement, on en a 7. Mais dans notre troupeau, on est rendu à 13. On a des pensionnaires, on a une belle écurie avec des belles boxes. Puis toutes les constructions qu'on a faites dans l'écurie, puis un peu partout, c'est tout avec des matériaux recyclés qu'on a retrouvés dans le bois, dans le champ. On a 10 arpents, 100 arpents, excuse. Je l'ai fait la ride, moi, en 4 roues, me rendre à partir de la maison de ferme qui est là, jusqu'au bout complètement sur le top de la montagne. Ça a pris 2h30 se rendre en 4 roues. Fait qu'il y a du terrain en masse. Il y a du terrain en masse. Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? En fait, l'objectif final, c'est que dans notre terre à bois, on a aussi une érablière. Oui. Il y a des érables. Tu fais ton propre sirop. Je fais mon propre sirop. Oui. Ça, c'est chez nous. Oui. Ça, c'est les arbres chez nous. Mais on veut s'équiper pour le mettre à la ferme. On veut se faire une petite érablière là-dedans. Il y a à peu près une centaine d'érables. Après ça, il y a un autre coin où est-ce qu'il y a déjà une cabane de chasse qui existe avec un poêle à bois puis tout. On veut l'agrandir pour mettre des lits. Puis peut-être offrir une petite place avec un foyer, pas d'électricité. On va te porter de l'eau. On t'amène de l'eau, mais si tu veux... Genre de retraite. Tu veux te off-grid, là, tu sais, tu veux t'échapper pendant 2 jours, 3 jours, viens chez nous. On va t'amener dans le bois, on va t'amener... Puis même, là, je viens de... Mon premier poulain, là, qui vient d'avoir 3 ans, je vais chercher son attelage la semaine prochaine. Il va être prêt, puis lui, je le mets en buggy. Je l'entraîne sur le buggy. Fait qu'on va aller porter notre clientèle en buggy. Est-ce que les chevaux vont rester sur place pour, justement, une forme de thérapie? Tout le temps. Okay. Tout le temps. Donc, ils vont avoir des Ils sont dans responsabilités. le champ. Le champ occupe à peu près 40% du terrain. Oui. Il y a de la place en masse. Puis eux autres sont nourris 2 fois par jour là, à volonté. Là, on met des grosses balles de foin. Puis l'été, ils mangent le gazon qui pousse dans le champ. On les nourrit quasiment pas. Ça. Tu veux-tu nous vanter les vertus de travailler auprès des chevaux? Comme je disais tantôt,
Ben, comme tu as dit, je veux dire, un cheval, tu peux pas y mentir. Moi, j'ai essayé une couple de fois là, de la monter. Puis moi-même, ça me tentait pas. Mais regarde, mes chums me disent « Hey, let's go, viens, on s'en va de Sunrise. » Puis elle non plus, ça ne tentait pas. J'ai fait 100 pieds. Puis les 4 pattes, ils ont barré. Puis pas question. Moi, je m'en vais pas là. Puis j'ai tout essayé. Puis tourner en rond d'un bord, tourner en rond de l'autre bord, redescendre, essayer de remonter plus haut, redescendre. Des animaux qui ont un grand sentier. Ah oui. Ah oui. Là, ben, j'ai pogné ça justement parce que là, je viens de m'inscrire à un cours pour me qualifier comme équithérapeute. Là. C'est avec un centre de formation de ça à Trois-Rivières. Puis à l'automne, là, je devrais être correct pour commencer à commercialiser. Oui, pour commencer à accueillir. Parce que vous le faites déjà, mais avec des gens autour de vous. Oui, c'est avec des amis. Tu sais, il y a une dame, à un moment donné, qui nous a contactés. C'est une amie de Lisa Cyr, du Café Félin, que je salue, d'ailleurs. Qui, elle, était en train de faire son cours de massothérapeute pour les chevaux à l'Institut de technologie agricole à La Pocatière. Puis, elle avait besoin de cobayes pour se pratiquer. Fait qu'elle est venue masser mes chevaux. Puis elle a trippé, là, elle a passé 2 jours chez nous, là, puis elle capote, là, puis elle vient quand elle veut, maintenant. Là, elle est certifiée, fait que là, quand elle vient, on la paye. Puis ça y amène de la clientèle, puis elle fait parler d'elle, puis c'est super le fun. Oui. Mais on voit aussi l'impact que ça a chez les gens. Oui. Puis c'est pas juste un impact du moment présent puis du gain émotionnel qui a été fait sur place, mais ça fait son chemin dans d'autres choses. Oui. Et les gens, c'est un tremplin pour s'épanouir d'une façon différente dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à quelque chose qui goûte bon. Oui. Donc, ça change le mood, ça change la perception, ça change l'optique et la vision. J'en ai déjà fait 2 thérapies de même, d'ailleurs, avec les chevaux. Oui. La première, c'était chez Equisens, à Mirabel, qui font exactement ça, eux autres, mais ils sont rodés, là, ça marche. Moi, je commence, là, fait que je suis pas rendu là. Puis l'autre, c'était chez Lavoie du Cheval, à Trois-Pistoles. Qui est Chantal Lavoie, qu'elle s'appelle. Oui. C'est pour ça qu'elle appelle ça Lavoie du Cheval. Puis elle a des pensionnaires, mais elle a choisi ses pensionnaires en vertu de ce qu'elle veut offrir, qu'elle offre comme thérapie de équine. Oui. Puis elle s'est fait une cabane en plein milieu de son champ avec des clôtures. Puis quand on fait les ateliers de méditation, peu importe, on est en plein milieu du champ. Là, puis les chevaux courent autour. C'est vraiment trippant. C'est vraiment le fun. Fait que c'est là-dedans que je m'enligne, moi, parce que je le vois, là, je le sais. Moi-même, personnellement, ça me sauve la vie. Hélène Tremblay, avec ton témoignage aujourd'hui, tu vas aider des centaines, J'espère. sinon pas des milliers de personnes à croire à un avenir, à croire que c'est possible de continuer à s'épanouir avec des problèmes de santé. Tu es fière de ta carrière. Moi, je suis fier de toi. Tu es une des femmes, une des pionnières qui a, je vais dire, qui a porté les bottes des forces on m'a déjà appelé Jeanne d'Arc. Oui? Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Ouais. Je pense que tu as défriché... Oui. Tu as défriché... Je vais Puis dire la c'est un de mes rêves de rider à cheval tout nu. Fait que... Je pense qu'on finit là-dessus. Hélène Tremblay, Jeanne d'Arc. Merci pour ton service. Ça me fait Merci plaisir, d'être Steven. mon ami. Merci d'être venu sur le plateau du Ça me fait Soundcheck plaisir, Podcast. je suis contente. Mesdames et Je suis messieurs, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. C'est là où vous avez tous les épisodes gratuits de façon intégrale. Allez vous abonner à la chaîne, allez vous abonner à la page Facebook, le compte Instagram, TikTok, Steven Bilodeau humoriste si vous avez envie de voir le contenu avant tout le monde. Sinon, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode du Soundcheck Podcast Studio. Merci beaucoup. Bye bye.